Russell lui avait dit qu'il utilisait une lance, Gillian lui en tend une et propose de connaître son niveau avec précision afin de pouvoir le guider correctement. C'est une très bonne opportunité pour Russell de recevoir des conseils d'un maître d'armes, et il peut utiliser cette opportunité pour améliorer son maniement de la lance, ce qui sera d'une grande aide pour les batailles futures. Une fois qu'ils commencent leur entraînement, Sir Gillian décide de le laisser faire le premier mouvement, ce qui est une offre trop irrésistible pour que Russell refuse. Il attaque Sir Gillian, mais il finit bientôt sur le dos. À terre, il est surpris d'avoir été vaincu si facilement, même s'il n'a pas utilisé de magie, et cela montre la force d'un maître des armes. Quand il demande comment il a fait, Gillian répond que sa vision et sa pensée flexible sont bonnes, mais qu'il ne semble pas avoir de talent pour manier la lance. Cependant, c'est tout de même impressionnant, sachant qu'il est autodidacte. Gillian trouve Russell amusant à regarder, mais Russell se demande s'il devrait utiliser la magie lors de leur prochain entraînement. Soudainement, Gillian l'informe qu'il ne l'enseignera pas gratuitement, mais qu'il l'entraînera une fois par semaine et qu'il s'entraînera avec ses chevaliers en retour. S'entraîner avec les chevaliers de Gillian n'est pas une mauvaise proposition, mais juste s'entraîner ne les rendra pas égaux, alors Russell fait une demande. Pendant ce temps, tous les chevaliers sont convoqués par Gillian pour rencontrer Russell. Quand ils entendent que Russell est dans les parages, l'un d'eux suppose que Russell est le mage qui a arraché le bras de Mockrey Hughes et qu'on dit avoir des cornes sur la tête et cracher du feu. Un autre chevalier considère que c'est des bêtises parce que ça ressemble à un gars du cirque, mais Lord Gillian arrive bientôt avec Russell, alors ils le saluent tous en chœur. Immédiatement, Gillian annonce aux chevaliers qu'ils auront 2 combats d'entraînement avec Russell à partir d'aujourd'hui. Dans le premier match, ils vont utiliser la magie et l'aura, mais pas dans le deuxième. Les chevaliers sont surpris d'apprendre qu'ils se battront sans aura ni magie au deuxième tour, car cela sera désavantageux pour Russell, qui est un mage. Cependant, le but de cet entraînement est d'améliorer les compétences plutôt que l'expérience, et ne pas utiliser de magie est mieux pour cela. Sur cette base, Russell se présente aux chevaliers et les informe qu'il se réjouit de leurs conseils avant de commencer l'entraînement. Soudainement, le système affiche que la prochaine mission est d'affronter les chevaliers du château de la Lune d'automne, de vaincre les chevaliers et d'obtenir des victoires consécutives, en affrontant avec des récompenses de manas de basse qualité. Peu après, Russell est jumelé avec l'un des chevaliers nommé Rohakin, un chevalier de 4e grade, qui exprime que c'est un honneur de croiser le fer avec un héros célèbre comme Russell. Il commence bientôt, et Rohakin se précipite vers Russell avec une forme parfaite qui semble tout droit sortie d'un manuel d'escrime, ce à quoi Russell ne s'attend pas de la part d'un chevalier de 4e ordre. En tout cas, une telle compétence est attendue d'un chevalier formé par Sir Gillian, mais Russell esquive facilement son attaque et le renverse sur le dos. Après avoir pointé la lance sur lui, Russell lui demande s'il veut continuer, mais Rohakin accepte sa défaite. Pendant ce temps, les autres chevaliers sont impressionnés par les mouvements de Russell et réalisent qu'il a réellement des compétences au-delà de son utilisation de la magie. Les chevaliers deviennent rapidement tendus, car il est naturel que leur fierté soit blessée après avoir perdu face à un mage dans un combat de pur savoir-faire martial. La demande que Russell avait faite en privé avec Gillian était qu'il soit autorisé à s'entraîner avec eux sans utiliser de magie, et Gillian avait accepté la proposition uniquement par amusement. Cependant, il semble que cela soit devenu un excellent motivateur pour tout le monde. Soudainement, un autre chevalier nommé Sir Vinson, un chevalier de 2e catégorie, demande à s'entraîner avec Russell, et certains des autres chevaliers se demandent s'ils pensent que des 3e catégories ne peuvent pas gérer Sir Russell. Sir Vinson est un chevalier de 2e classe assez fort pour être comparé au vice-capitaine de l'ordre des chevaliers, et Russell le remercie pour l'opportunité de se battre avec lui, car ce sera une grande opportunité. Plus tard dans la soirée, Gillian se rend compte qu'il avait sous-estimé Russell lorsqu'il réussit finalement à faire match nul contre Vinson, mais Russell affirme qu'il a juste eu de la chance comme d'habitude. Gillian cependant ne croit pas à son histoire de chance et demande si Vinson aurait eu une chance s'il avait utilisé la magie là-bas. Lorsque Russell ne répond pas, cela prouve le point de Gillian que Vinson n'aurait toujours pas eu de chance, même s'il était un chevalier de première classe. Gillian n'a pas tort car Russell est un mage de 5e cercle, ce qui le place au même niveau qu'un chevalier de grade expert. Gillian le met en garde de ne pas se sous-estimer. Comme on dit, une humilité excessive peut devenir arrogance. Peu de temps après, Gillian ouvre un coffre pour montrer à Russell un cadeau qu'il a pour lui. À l'intérieur du coffre se trouvent des livres que Sir Gillian a collectionnés en voyageant à travers le continent dans sa jeunesse, y compris des livres d'escrime que Russell peut utiliser pour étudier. Comme cela prendrait trop de temps de vérifier tous les livres de la bibliothèque, Russell décide de se concentrer sur l'escrime. Plus tard, Gillian découvre que Russell est incapable de choisir entre 2 livres d'escrime appelés les 6 arts célestes briseurs de ciel et la Mancha, et elle lui dit qu'ils sont tous deux excellents à maîtriser. Apparemment, les 6 arts de l'Union du Paradis Brisé sont difficiles à maîtriser, mais une fois perfectionnés, ils peuvent être les meilleurs parmi les puissantes techniques de lance. La Mancha, en revanche, est une technique de lance raffinée, donc être capable de l'utiliser sans mouvements inutiles est un atout. Personnellement, Sir Gillian recommande les 6 arts de l'Union du Paradis Brisé, mais Russell décide d'opter pour la Mancha. La raison pour laquelle il l'a choisi est qu'une technique de lance raffinée, qui peut être utilisée de manière flexible selon la situation, lui convient mieux en tant que mage qu'une technique de lance puissante. Gillian remarque qu'il a fait le choix rationnel plutôt que quelque chose de simplement fort, ce qui montre qu'il pense comme un mage. Il décide de respecter sa décision et l'informe de continuer à maîtriser la Mancha. Cela intrigue Russell que Gillian donnerait de tels livres sans réfléchir, et cela résonne en lui à quel point Sir Gillian est généreux. Soudain, Gillian lui rappelle de ne pas oublier qu'il doit s'entraîner avec les chevaliers, donc il se souvient que ce n'est pas gratuit après tout. Un peu plus tard, alors que Russell est transporté dans une calèche, il s'exerce à la séquence du mouvement de la Mancha. Les mouvements simples s'enchaînent pour former une ligne, mais il bloque à un moment. Cela fait 1 an et demi qu'il a reçu la Mancha de Sir Gillian, et rien que mémoriser les formes est déjà un exploit en soi. Mais pour perfectionner la technique de la lance, il doit en réaliser la véritable signification.
Pour cela, une concentration totale serait idéale, mais il a trop de distractions. Une chose à laquelle il doit faire face actuellement est la notification système de la mission pour devenir un mage du 6ème cercle en surpassant le nouveau mur qu'il a rencontré et en devenant un mage du 6ème cercle accompli avec des récompenses de pierres de mana de haute, avancée, intermédiaire et basse qualité, ainsi qu'une récompense inconnue. Devenir un mage du 6ème cercle est une question d'entraînement et d'éveil, et il n'y a pas de solution immédiate à cela. Les mots du roi dragon remplissent son esprit car le roi lui avait dit de trouver les dragons, car leur existence le reliera à Russell, et l'aidera à devenir le maître et l'espoir des dragons qui restent dans ce monde. Il n'a aucune idée de la façon dont il est censé trouver les traces des dragons. Il avait consulté les vieux livres et découvert 4 endroits où il pourrait trouver des traces de dragons. Jusqu'à présent, il en a vérifié 2, mais sans succès. Il reste donc le canyon de la ceinture de Montagne Rouge et l'île de Kuril. L'île Kuril semble être la plus probable des deux, mais l'explorer à son niveau actuel est trop dangereux. Il décide de reporter l'exploration de l'île Kuril jusqu'à ce qu'il devienne un 6ème cercle et de se diriger vers le canyon de la ceinture de la Montagne Rouge pour explorer l'Underworld dans ses profondeurs. Lors d'une discussion privée avec Maître Daraya, elle apprend qu'il va dans l'Underworld cette fois. Le monde souterrain est une terre de nains, et les humains ne peuvent pas y entrer facilement. Russell est d'accord, alors le maître lui dit de rendre visite à la maîtresse de la tour de la magie blanche s'il doit y aller parce qu'elle est une semi-elfe de la race des fées et doit savoir quelque chose qui peut l'aider. Plus tard dans la nuit, Russell se dirige vers la tour blanche. Apparemment, les nains font partie de la race des fées, donc Maître Daraya avait raison. Alors qu'il s'approche de la tour, il est soudainement attaqué par quelqu'un que Maître Daraya avait oublié de lui dire qu'il serait là, frère Olsen. Olsen entoure son cou de ses mains et mentionne que cela faisait un moment. Apparemment, Olsen avait aussi postulé pour le voyage de recherche à l'étranger dans le monde souterrain. Il avait pensé que ce serait solitaire car ce n'est pas un lieu de recherche populaire, mais il semble qu'il ne s'ennuiera pas avec Russell dans les parages. Quand Russell lui demande s'il a déjà rencontré la maîtresse de la Tour Blanche, Olsen admet l'avoir déjà rencontrée et la décrit comme une fille mignonne mais excentrique. Peu de temps après, ils entrent dans la tour et Russell est intrigué par la mignonnerie de la pièce. Lorsqu'ils pénètrent dans le hall principal, ils sont accueillis par une jeune femme tenant un ours en peluche. Olsen s'incline rapidement, mais Russell regarde avec incrédulité tandis que la maîtresse de la Tour Blanche les reconnaît tous les deux. Elle s'appelle Emilia Merwin et elle est la maître de la Tour Blanche. La maître de la Tour Blanche est quelqu'un qui peut contrôler le vent et les esprits, peut-être parce qu'elle est aussi mi-humaine et mi-elfe. Elle dégage également du mana pur qui ne peut être ressenti que chez les elfes. Frère Olsen est étonné qu'elle se souvienne de leur nom et en conclut que c'est à cause de la renommée de Russell. Mais maître Emilia commande que c'est à cause du mana particulier que possède Russell. Elle se rapproche de lui et le renifle, remarquant qu'il a passé un contrat avec un esprit. Russell le confirme volontiers, surtout parce que personne d'autre ne l'avait remarqué auparavant. Le maître lui demande s'il peut invoquer l'esprit avec lequel il a un contrat, car il ne peut pas aller dans l'au-delà par des moyens normaux. Il devrait soit avoir la chance de trouver un portail caché, soit trouver une carte avec un portail marqué dessus, soit avoir un artefact qui trouve un portail. Comme ils n'ont aucun de ces trois éléments, ils ont besoin d'un esprit pour y aller. Soudainement, Russell invoque Pepper et Emilia s'extasient sur sa mignonnerie. Elle remarque également qu'il est un esprit de grade intermédiaire et un mutant. Pendant ce temps, l'archiduc Bismarck est abordé par quelqu'un qui parle à travers le crâne enchanté nommé Karine, qui dit qu'il est venu parce que c'est le jour du contrat. Apparemment, Karine devait venir parce que Hypnos, la personne avec qui l'archiduc a un contrat, est occupée. L'archiduc est surpris que le contrat de 5 ans soit déjà écoulé et on lui donne bientôt une pomme qu'il est censé manger à la fin de cette période. Après que l'archiduc mange la pomme, il est soudainement envahi par un certain pouvoir magique. Il pense que répéter cet accord pourrait l'aider à devenir immortel, mais cela ne sera pas possible en raison de ses effets secondaires. Après l'avoir mangé, il informe Karine que le disciple de Daria est allé au Canyon Rouge, mais Karine répond qu'il le sait, surtout s'il s'agit d'informations sur cette femme détestable. Karine détecte que l'archiduc est préoccupé par la frontière du Canyon Rouge avec la forêt amazonienne, qu'il pense que Russell va interférer avec, surtout avec la situation avec Blaine. Cependant, Karine précise que leur opération secrète se déroule profondément dans la forêt, loin du canyon, ce qui la rend impossible à trouver à moins de la chercher spécifiquement. Soudain, Karine part abruptement, déclarant qu'il y a d'autres personnes qui attendent en plus de l'archiduc. L'insolence du cultiste de Baran agace l'archiduc et il prévoit de s'occuper de lui une fois qu'il sera monté sur le trône. Soudain, il remarque que sa plante précieuse a flétri, réalisant qu'il doit se dépêcher. Le lendemain matin, dans une calèche, Emilia remercie Russell de leur avoir facilité la tâche pour trouver le monde souterrain, car ils devraient pouvoir suivre la présence de l'esprit de la Terre, Noam, et trouver leur chemin vers le monde souterrain avec l'aide de Pepper. Peu de temps après, ils arrivent au Canyon Rouge. Même de loin, Russell ressent une puissance mystérieuse émanant des rochers et il espère trouver des indices sur les dragons en ce lieu. Olsen propose qu'il se dirige directement vers le canyon sans perdre de temps dans la ville, ce à quoi Russell est d'accord. Peu de temps après, ils descendent et Pepper est libéré pour suivre l'odeur de Noam. Lorsque Pepper atteint une grande hauteur, il est bientôt attaqué par des aigles à une corne. Quand Olsen essaie de les manipuler, Russell l'arrête parce que Pepper avait dit de ne pas le faire. Soudain, Pepper libère du feu qui brûle les aigles et se réjouit après. Peu de temps après, il sent la présence de Noam et mène les hommes là-bas. L'endroit semble être rempli de plus de 300 grottes à première vue et cela pourrait prendre tout leur temps pour le rechercher et ils n'atteindront toujours pas le monde souterrain. Mais Pepper les conduit à une grotte spécifique. En entrant, il remarque que ce n'est pas une grotte ordinaire car il n'y a pas d'humidité ni de stalactites qui sont des caractéristiques des grottes, ce qui donne l'impression d'une grotte artificielle.
C'est presque comme si une grotte artificielle avait été créée pour cacher l'entrée, ce qui pourrait aussi signifier qu'il y a des pièges là-bas, mais ils décident d'y entrer quand même pour voir ce que les nains ont installé. Peu de temps après, ils ne peuvent pas compter le nombre de pièges qu'ils ont réussi à éviter, et ils semblent en être à leur 15e jusqu'à présent. Russell pensait pouvoir facilement démonter les pièges avec la magie, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des dispositifs de contrôle de mana dans toute la grotte, l'empêchant d'utiliser le mana et le rendant nécessaire d'utiliser la draconification. Alors qu'il est sur le point de l'activer, il sent faiblement du mana, tandis qu'Olsen le pousse à s'enfuir. Notre garçon réalise que les dispositifs de contrôle de mana n'étaient pas installés à cet endroit précis, et il active rapidement sa lance de feu et utilise la mancha. La seule raison pour laquelle il n'installerait pas de dispositif de contrôle magique en un seul endroit serait parce que c'est le portail dimensionnel menant au monde souterrain. Et Russell déchire le mur avec sa lance de feu, dévoilant le portail caché. Peu importe à quel point la technologie des nains est avancée, traverser l'espace n'est pas possible sans mana. Et c'est pourquoi il n'y a pas de dispositif de contrôle du mana où se trouve le portail de téléportation. Sa découverte impressionne Olson, et ils franchissent tous les deux le portail. Après être entrés, ils atteignent le monde souterrain, que Russell avait pensé être petit, puisqu'il s'agit d'une ville souterraine, mais il semble aussi grand que la capitale royale d'Endymion. Quand ils descendent quelques escaliers, ils sont bientôt abordés par des nains qui mentionnent que cela fait longtemps que des humains ne sont pas venus ici, car il n'est pas facile de trouver le portail de téléportation. L'un d'eux demande s'ils ont mis la main sur une carte d'une tribu ou s'ils sont des contractants d'esprit, mais ils décident de les considérer comme leurs invités de toute façon. Les nains leur font signe de les suivre s'ils vont dans la ville afin qu'ils puissent. Russell regarde les nains avec incrédulité car il ne les a jamais vus auparavant. Pendant leur visite, les nains expliquent que les pierres lumineuses incrustées au plafond ont été mises là il y a plus de 100 ans et elles brillent encore comme des étoiles. Quand il lui montre plusieurs autres choses intéressantes, Russell a l'impression qu'il se vante plus qu'il ne lui montre le chemin. Soudain, Olson s'approche de Russell et lui rappelle que leurs objectifs de recherche sont différents, même s'ils sont venus ensemble. Quand Russell est d'accord, Olson court après le nain sombre et propose qu'il se retrouve sur place dans 3 semaines. Il n'écoute pas Russell qui proteste pour venir avec lui, jusqu'à ce qu'il soit entraîné par l'autre nain, Miggy, qui mentionne qu'il a encore beaucoup à lui montrer. Lors de sa visite, Russell remarque la statue d'un dragon rouge. Il se souvient de la légende qui raconte que le monde souterrain a été béni par 2 dragons, ce que Miggy affirme. Apparemment, le dragon d'argent qui gouverne le fer et le vent a accordé aux résidents du monde souterrain la bénédiction de l'acier, tandis que le dragon de feu, qui gouverne le feu, leur a accordé la bénédiction de la flamme. L'endroit avec la statue a été construit lorsque le dragon de feu leur a accordé la bénédiction des flammes. Et l'histoire dit que le dragon y est même resté il y a quelques milliers d'années. En entendant cela, Russell considère qu'il peut encore y avoir des traces si un dragon y est resté. Il demande rapidement à Miggy si les étrangers peuvent entrer dans l'hôtel, alors Miggy décide de l'emmener à l'intérieur. Pendant qu'il se dirige vers l'hôtel, Miggy explique que les armes vendues dans le monde souterrain sont bien meilleures que celles vendues dans les forges ordinaires. Ainsi, il y a plus de races en plus des nains dans le monde souterrain, notamment de la race des fées de la forêt amazonienne, qui viennent pour échanger ou obtenir de l'équipement. Pendant qu'il se promène, Russell est surpris d'être abordé par Lady Hilo, qui est heureuse de le revoir. Peu après, un ancien de la tribu de l'Arbre Blanc, la tribu d'Hilo, se présente sous le nom de Scan, reconnaissant Russell comme celui qui a aidé Hilo, alors ils échangent des politesses. Scan était curieux de savoir qui avait aidé Hilo, et il sent une aura semblable à un volcan vivant provenant de Russell, et est surpris qu'un humain puisse posséder une telle mana pure. Russell apprend bientôt qu'Hilo est venu dans le monde souterrain pour acheter des armes. C'est étrange d'entendre qu'une elfe pacifiste achèterait des armes, alors Russell lui demande si quelque chose est arrivé à sa tribu. Comme il le soupçonnait, il s'avère que les monstres de la forêt amazonienne sont devenus barbares. Hilo déplore que cela ne serait pas arrivé si son sang s'était éveillé, mais Scan la réconforte en disant que ce n'est pas de sa faute. Dans le passé, Hilo avait informé Russell qu'elle avait le sang du dragon vert, ce qui le fait se demander si la tribu de l'arbre de cendre blanche a des archives ou des légendes liées au dragon. Cependant, elle confirme qu'elle ne sait rien à ce sujet à part qu'elle a hérité du sang d'un dragon, mais elle promet de vérifier les archives de sa tribu si elle en trouve pendant qu'il séjourne dans l'au-delà. Peu de temps après, ils arrivent à l'hôtel du dragon de feu, mais Russell ne voit rien de spécial. Il envisage d'aller à l'hôtel du dragon d'argent, mais découvre bientôt que l'hôtel du dragon d'argent est le même que celui du dragon de feu en termes de lieu et de forme. Pendant qu'il réfléchit à la présence éventuelle de quelque chose à voir, Miggy sort pour l'attendre pendant qu'il vérifie. Soudain, Russell pose une main sur la statue et une lumière verte apparaît, éclairant finalement les yeux de la statue en argent. Soudain, le dragon d'argent déclare qu'il a attendu très longtemps et est heureux d'être enfin arrivé avant la fin de sa durée de vie restante. Alors que la lumière verte brille plus intensément, le dragon lui dit de suivre le chemin et de venir à lui pour qu'il puisse lui montrer leur maître, la jeunesse de tous les dragons. Soudain, une boussole verte avec une flèche apparaît sur ses mains et la voix du dragon lui demande d'aller vite. Notre garçon se précipite dans cette direction, surtout parce que la voix qui lui parle ressemble à une voix à l'article de la mort. Alors qu'il court, il remarque que la flèche devient plus courte, ce qui signifie qu'il se rapproche du dragon qui l'a conduit. Peu après, il s'envole dans le ciel et aperçoit l'endroit où la boussole le mène. En s'approchant du lieu, la maison semble trop petite pour abriter un dragon, et cela semble être une sorte de couverture pour cacher le passage. Lorsqu'il entre, il remarque une porte à l'intérieur, ce qui confirme ses soupçons. En s'approchant de la porte, une voix l'accueille en tant que futur maître de tous les dragons. Soudain, la grande porte s'ouvre, dévoilant le véritable dragon d'argent, Sylvater, qui le salue. Sylvater explique qu'il aimerait lui parler autant que possible, mais qu'il n'a plus beaucoup de temps. Russell se demande ce qu'il veut dire par là, et Sylvater explique que son corps et son esprit ont vieilli et qu'il est presque temps pour son repos éternel.
Alors que Russell se demande si Sylvater est capable d'affronter la mort avec tant de calme parce que leur race vit pendant 10 000 ans, Sylvater retourne le pouvoir qui lui a été conféré à Russell et lui donne une corne en argent. Le pouvoir est transféré de l'ancien maître Sylvater au nouveau maître. Lorsque Russell reçoit le corps, le système l'informe qu'il a hérité d'un nouveau pouvoir du dragon d'argent avec le corps du roi dragon divin, l'essence du vent. Il avait d'abord obtenu le feu et la foudre, et maintenant c'est un corps avec le pouvoir du vent. Curieusement, cette fois, c'est marqué la corne du roi dragon divin et non pas la corne du roi oublié. Quand Sylvater demande pourquoi le jeune maître retarde la succession du pouvoir, Russell explique qu'il le fait parce que le pouvoir de la corne a jusqu'à présent augmenté sa compréhension des éléments respectifs de son mana, ce qui signifie qu'il serait plus efficace pour lui de devenir d'abord un mage du 6ème cercle, puis d'utiliser le pouvoir. Cela intrigue Sylvater qu'il puisse rester calme face à une telle puissance, et il rit en disant que Russell est un maître digne d'attendre 10 000 ans. Après que Sylvater ait prié pour que tous ses souhaits se réalisent, il commence soudainement à disparaître, mais déclare que sa mission ne se termine pas ici, même si son corps et son esprit vont disparaître. Apparemment, Sylvater laissera son pouvoir à l'enfant qui porte sa lignée. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde souterrain, Lady Hello est soudain frappée par une grande vague de pouvoir que le défunt Sylvater a laissé derrière lui. Dans la grotte, Russell sort dépité parce qu'il avait beaucoup de questions à poser, et il venait de perdre sa première piste juste sous ses yeux. Alors qu'il sort, il tombe soudain sur Hello, qui dévoile sa tête pour montrer 2 cornes et une lumière brillante. Quand Russell lui demande ce qu'elle a sur la tête, elle s'agenouille et l'appelle Seigneur Dragon, mais s'effondre peu après avant de pouvoir terminer sa phrase. Russell se précipite rapidement à ses côtés pour l'aider et l'emmène ensuite se faire soigner. Pendant qu'il est à ses côtés, il est surpris d'apprendre qu'Hello est la successeur du dragon d'argent. Cependant, il ne semble pas que ses pouvoirs de dragon se soient encore pleinement réveillés. Soudain, elle se réveille et s'adresse à lui comme elle le fait toujours. Soudain, le système informe Russell qu'Hello a commencé à s'éveiller en tant que dragon de seconde génération, mais n'a pas encore réalisé sa mission. Lorsqu'elle prendra conscience de sa mission, elle devra décider elle-même si elle s'éveillera en tant que dragon divin ou si elle restera une elfe. Le message est un peu rassurant pour Russell, car si elle avait été forcée de s'éveiller en tant que dragon divin, elle aurait été liée à lui en tant que seigneur des dragons. Encore confuse, Hello lui demande pourquoi elle est dans sa chambre. Alors il lui explique qu'elle s'est évanouie devant le portail et qu'il a dû l'amener chez lui en urgence. En entendant ce qui s'est passé, elle est contente que ce soit lui qui l'ait trouvée et se demande si cela est arrivé à cause des cornes. Apparemment, une lumière argentée a volé vers elle avant qu'elle ne perde connaissance, et il semble que l'essence du dragon en elle se soit éveillée. Quand elle se rend compte que ses complices doivent être inquiets, elle décide de sortir pour aller les voir et elle prie pour que les bénédictions de la forêt soient avec lui sur son chemin avant de partir. Le lendemain, il s'avère que Russell a plus de temps devant lui qu'il ne l'avait prévu car il pensait qu'il faudrait 20 jours pour trouver les traces du dragon. Il décide de profiter de l'occasion pour aller voir Miggy et son ami à leur forge. Une fois arrivés à leur forge, il leur montre un objet de son compartiment pour qu'ils puissent l'évaluer. Il semble que l'objet a un mana incroyablement pur, comme si la pierre elle-même était du mana condensé, presque comme un cœur de dragon. Cependant, la pureté du mana est trop élevée pour que ce soit le cœur d'un dragon de la race inférieure, et trop petit pour être le cœur d'une espèce supérieure. Ainsi, il lui demande de le leur laisser pendant un certain temps afin qu'il puisse l'examiner correctement, ce à quoi Russell accepte. Les nains se réjouissent après qu'il ait accepté et vont rapidement consulter l'encyclopédie des dragons. Et Russell a l'impression qu'ils sont des mages excités qui viennent de recevoir des fonds pour la recherche. Peu de temps après, Russell se dirige vers la grande bibliothèque après avoir été recommandé par Miggy. La bibliothèque souterraine est assez unique et contient des connaissances précieuses. Normalement, Russell n'est pas autorisé à être ici, mais il est autorisé parce qu'il a la recommandation des maîtres. Un Meister est l'élite parmi les artisans de la race naine, et seulement environ 1 sur 1000 reçoit ce titre, dont les 2 nains qu'il rencontre font partie, ce qui est assez inattendu. La bibliothèque souterraine est assez spacieuse, et elle semble très différente des théories du monde de la surface. À ce stade, il a 19 jours pour retourner à la tour de flamme, donc il va essayer de dépasser la barrière du 6ème cercle pendant ce temps. Cependant, après 19 jours, notre garçon réalise que son objectif n'est pas si facile, et il se peut que ce soit encore trop tôt pour lui. Il se dirige vers la forge pour récupérer l'objet, car il doit partir ce jour-là et leur dire au revoir. Ils sont choqués qu'ils doivent partir bientôt, et essaient de le persuader de rester quelques jours, car ils n'ont pas pu découvrir quelque chose d'extraordinaire à propos de l'objet, même s'ils ont fait quelques progrès. Jusqu'à présent, ils ont découvert que la pierre mana ne s'était pas formée naturellement, et qu'il s'agit d'un objet artificiel créé dans un but précis par quelqu'un. Lorsque Russell demande ce qui les a amenés à cette conclusion, ils expliquent que les réactions alchimiques étaient similaires à quelque chose qu'ils ont déjà vu. Ils lui montrent un livre qui semble expliquer que l'objet est un type de magnum opus, créé en décomposant et en diluant une partie de quelque chose. Magnum opus est un terme d'alchimie qui signifie chef-d'œuvre. Il semble croire que cette pierre de mana a une valeur comparable à la pierre philosophale, mais le principal problème est qu'ils n'ont pas pu découvrir de quoi elle était faite. Cependant, Russell les remercie car les informations sont plus que suffisantes et qu'elles l'ont aidé à comprendre à quel point le monde souterrain est incroyable. Ils lui disent tous les deux de venir dès qu'il le peut. En partant, il se rend compte que le matériau pour la pierre de mana est probablement un cœur draconique, ce qui serait assez choquant. Lorsqu'il atteint l'endroit où Olson lui avait donné rendez-vous, il ne le voit pas, mais il arrive bientôt en paraissant brillant parce qu'il avait appliqué quelque chose sur son corps. Apparemment, cette huile est le secret derrière la force musculaire des nains, et Olson prévoit de la modifier pour les humains à leur retour, ce qui était son objectif de recherche initial. Quand il remarque que Russell a l'air préoccupé, Olson demande si ses recherches ne se passent pas bien, mais Russell avoue qu'il a en fait obtenu ce qu'il était venu chercher.
Olson sent qu'il est bloqué par le mur qui l'empêche de devenir un mage du 6ème cercle. Apparemment, Russell peut le voir, mais il ne peut pas le traverser, ce qui l'irrite. Olson se souvient d'un dicton qui dit que 100 mages auront 100 illuminations différentes, ce qui montre la subtilité de l'illumination. Même un conseil bien intentionné peut être nuisible, donc il est tacitement admis qu'il ne faut pas intervenir. Cependant, quelques conseils de base devraient suffire. Tout à coup, Olson demande à Russell s'il sait qu'il peut soulever 1500 livres, soit environ 680 kg. Mais c'est la première fois que Russell entend cela. Apparemment, Olson n'était pas capable de soulever ce poids au début, mais après des efforts constants encore et toujours plus, c'est devenu possible un jour. Il conseille que l'illumination, en ce qui concerne la magie, est la même, parce que si l'on travaille assidûment chaque jour, cela vient soudainement. Ces mots résonnent dans l'esprit de Russell, et il réalise qu'il doit être patient parce qu'il a beaucoup grandi par rapport à il y a un mois. Pendant qu'il marche, Olson montre le coucher de soleil et à quel point le coucher de soleil sur le Red Canyon est magnifique. La lumière du coucher de soleil estompe la frontière entre le ciel et la terre, et tout ce que Russell a appris et les murs qu'il a construits, brique par brique, donne l'impression qu'il y a un plus grand éclairage qui attend juste au-delà. Soudain, notre garçon vit une projection mentale dans son esprit et il réalise que tout ce qu'il a appris et vécu est exprimé en formules. En voyant le coucher de soleil rouge flamboyant, il décide d'ajouter les formules qu'il connaît à l'image du coucher de soleil rouge flamboyant et il crée soudainement une construction originale connue sous le nom de soleil tombant. L'énergie dégagée est si forte qu'Olson doit l'arrêter car il semble vouloir mettre le feu au canyon. Lorsque Russell semble être en transe, Olson lui lance un sort de sommeil et il s'évanouit sur ses épaules. Bien qu'il lui ait conseillé l'illumination, il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui vienne si soudainement et cela va provoquer une grande agitation dans le monde académique. À ce stade, Russell est le plus jeune mage du 6ème cercle. Le système annonce bientôt qu'il a atteint le 6ème cercle et sera récompensé avec des pierres de mana de la plus haute qualité, des pierres de mana de qualité avancée, des pierres de mana de qualité intermédiaire et des pierres de mana de la qualité la plus basse, ainsi qu'une récompense inconnue. Quelque temps plus tard, à la Tour de la Flamme, Russell se souvient de la construction originale du soleil tombant qu'il avait créée qui lui a permis de devenir un mage du 6ème cercle. Il ressent une forte énergie de mana circulant dans ses veines, différente de celle qu'il avait l'habitude de ressentir en tant que mage du 5ème cercle. En plus, il a reçu le 2ème masque doré en récompense pour être devenu un mage de niveau 6. Contrairement au précédent qui aidait dans les calculs d'attaque, celui-ci est un artefact d'immunité contre les affaiblissements spécialisé dans la défense contre les malédictions, et il aidera à résister à la sorcellerie des païens. Maître Deria est content qu'il soit de retour et lui demande comment est le monde souterrain. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, elle reconnaît qu'il a déjà surpassé le mur, alors il admet que la recherche externe a été utile. Ça ne fait qu'un an qu'il a complètement maîtrisé la magie du 5ème cercle, et il semble que Maître Deria ait sous-estimé le talent du gamin, car elle pensait que cela lui prendrait au moins quelques années de plus. Quoi qu'il en soit, elle est très fière de lui et lui dit que c'est ce qu'elle attend de son disciple, et il s'engage à continuer à aller de l'avant. Un autre truc marrant qui occupe l'esprit de Maître Deria est de penser à la fureur de Maître Melvin quand il découvrira cela. Elle propose soudainement qu'il voit les compétences de leur remarquable Benjamin, alors elle les téléporte dans un espace ouvert pour s'entraîner. Ce scénario rappelle à Russell la veille de l'expédition des ruines, quand il lui était difficile d'affronter un géant. Pendant ce temps, Maître Deria pense que le défi contre ces géants doit être beaucoup plus facile pour lui maintenant. Alors, elle décide d'augmenter la difficulté pour correspondre à son niveau, en utilisant l'une de ses créations originales, connue sous le nom de nain de bois de chauffage. Le lieu entier est bientôt recouvert par plusieurs centaines de golems de feu, mais le maître lui rappelle qu'il est trop tôt pour être choqué. Avant qu'il ne puisse réagir, elle maudit une autre de ses transformations originales, elle fait apparaître un gigantesque roi du bois de chauffage parmi eux. À ce moment-là, Russell se demande si elle ne va pas trop loin, mais il réalise qu'elle veut juste aller droit au but. Dans ce cas, il décide qu'il doit répondre de la même manière en utilisant son sortilège du soleil déclinant, un grand sort de guerre qui enthousiasme Maître Deria. Il montre avec excitation sa puissance à son maître en utilisant le pouvoir du soleil couchant pour incinérer tous les golems. Après avoir tout détruit, il réalise que ce pouvoir destructeur est trop fort et qu'il aurait balayé ses alliés lors d'un vrai combat, ce qui signifie qu'il doit être prudent. Maître Deria s'approche bientôt de lui, réalisant soudain que la raison pour laquelle il a progressé si rapidement est qu'il a pu accéder à la projection mentale. Elle lui demande quelle image mentale il avait en tête pour projeter du pouvoir, et il lui dit que c'était un coucher de soleil flamboyant. Cela l'intrigue parce qu'une projection mentale est une opportunité unique dans la vie pour un mage. Mais ce que Russell lui a montré est un sort inachevé qui nécessite encore des améliorations, et l'idée qu'il puisse le compléter l'excite. Observer la croissance d'un disciple qu'elle a pris dans ces dernières années est assez divertissant pour elle. Plus tard, alors que Russell est seul dans sa maison, il se souvient comment le maître lui avait dit qu'elle demanderait officiellement un enregistrement d'accomplissement de cercle auprès de l'association parce qu'il excellait en vitesse de lancer, en puissance et en rareté en tant que mage original. La reconnaissance du maître signifie beaucoup pour lui, donc la prochaine tâche sur sa liste est d'absorber le mana dans la corne d'essence du vent que Sylvator lui a donné et les pierres de mana qu'il a reçues en récompense. Il y a tellement de choses que cela prendrait un certain temps pour qu'il les absorbe toutes, alors il commence par se poignarder avec la corne. Après avoir absorbé du matin au soir, le système lui notifie qu'il a absorbé la corne du roi dragon divin avec l'essence du vent jusqu'à la limite, et que le mana dépassant la limite absorbable sera absorbé par son pouvoir latent. Le pouvoir latent sera disponible au moment de l'éveil et lui accordera une grande puissance, et sa compréhension avancée de l'attribut vent s'est grandement améliorée. Bien que sa compréhension se soit améliorée, son rang reste le même. De plus, son corps se sent un peu plus léger, et cela peut être dû à l'attribut vent.
Soudainement, il donne un coup de poing et libère une grande quantité de puissance, même s'il a légèrement balancé son poing. S'il renforçait son corps avec Overload Wizard Body en même temps, il pourrait juste être capable d'affronter des chevaliers de 2e grade sans magie maintenant. Pendant qu'il réfléchit, on lui annonce bientôt qu'il a une demande de visiteur, et il se demande nerveusement si c'est la princesse. Comme il l'avait supposé, il sort pour rencontrer la princesse qui lui parle de son voyage dans les enfers. Elle explique qu'elle était tellement curieuse de son aventure qu'elle s'est précipitée ici, malgré le fait qu'elle savait que c'était impoli. Cependant, Russell lui demande joyeusement de lui poser toutes les questions qu'elle souhaite sur les choses qu'il a vues dans le monde souterrain. Mais elle dit qu'elle doit d'abord demander autre chose. Alors que Russell devient tendu à cause de la question qu'il sait imminente, le système lui notifie que sa nouvelle mission est de répondre au cœur de la princesse, car la princesse Hécate Rathmos attend depuis longtemps sa réponse, et c'est à son tour de lui donner une réponse. Certaines des récompenses pour cette mission incluent une pierre de mana de qualité intermédiaire et une paire de bagues Eros et Psyché. La question qu'elle lui pose est s'il a pensé à elle pendant son absence, et Russell est poussé dans ses retranchements lorsqu'il réalise que c'est une mission. Après qu'elle pose la question, Russell devient rouge et répond que sa blague est exagérée. Sa réaction la rassure, car elle pense qu'il est amusant de le taquiner puisqu'il est toujours si rigide. Elle finit par dire qu'il semble que ses efforts n'ont pas été vains après tout. Quoi qu'il en soit, elle explique qu'elle ne demande pas de réponse tout de suite, mais elle espère seulement qu'il y réfléchira. Par effort, elle fait référence au fait qu'elle a constamment approché Russell depuis le dernier bal, mais il la repoussait toujours avec l'excuse d'être occupée par sa vengeance, ce qui le fait se sentir comme un lâche maintenant. Quand elle remarque que le temps est écoulé, elle mentionne que le temps semble disparaître plutôt que passer quand elle est avec lui, mais c'est dommage qu'elle ne puisse pas obtenir la réponse qu'elle attendait aujourd'hui. Avant qu'elle puisse terminer sa déclaration, Russell se met à genoux, sort les bagues et avoue qu'il est raide comme elle l'avait dit. Et à cause de cela, la seule chose qu'il puisse dire, c'est qu'il attend avec impatience son avenir avec elle. Choquée, Hécate se lève et plaisante en disant qu'il ne connaît rien à l'ambiance. Cependant, elle reconnaît qu'il est étrange que ces mots, même dépourvus de style ou d'ambiance, lui paraissent si doux. Elle accepte sa bague et avoue qu'elle attend avec impatience l'avenir avec lui aussi. Elle lui rappelle d'être prêt, car elle le taquinera toute sa vie pour l'avoir obligé à attendre. Peu après, le jour de la fête de fiançailles de la princesse arrive, et il y a beaucoup de remue-ménage en ville, alors que les préparatifs pour le vin, la nourriture et le divertissement sont en cours. Une délégation de Kill arrive, et le prince héritier Saron des Dunes de Sable Doré considère les festivités comme un faste inutile. Mais le grand chaman Kassa des Dunes Dorées, qui l'accompagne, explique que ce niveau de grandeur est nécessaire pour présenter un jeune homme devenu mage du 6e cercle, à l'âge de 20 ans seulement. Quoi qu'il en soit, sa reine pense que c'est juste une ruse pour augmenter le nombre d'alliés contre l'Empire, surtout à cause du nombre de pays qu'ils ont invités. Sa reine exprime qu'il en a marre de cette conversation ennuyeuse et espère qu'ils passeront à la cérémonie, car il veut voir à quoi ressemble ce type, Russell. Pendant ce temps, Russell est choqué de devoir porter 4 smokings pour le banquet, ainsi qu'une tenue de soirée, et demande à Sir Allen si les engagements sont toujours si compliqués. Cependant, Allen corrige que ce n'est pas un simple engagement, car de nombreux envoyés des pays environnants qui ne sont pas alliés assistent, et Sa Majesté ne veut probablement pas se contenter de finir l'engagement comme un simple festival joyeux, mais veut aussi atteindre un objectif politique. Cela ne concerne peut-être pas seulement la consolidation du pouvoir royal, cela pourrait aussi être une scène pour montrer la puissance d'Endymion. Russell réalise avec tension que la meilleure carte qu'Endymion a à montrer, c'est lui, donc son rôle sera crucial. Allen le rassure en lui disant qu'il fera bien et le fait commencer à étudier l'étiquette. Un peu plus tard, après que les tables soient dressées, l'annonce d'Hécate Rathmos est faite comme la première héritière du trône de la famille royale d'Endymion. Après son arrivée, l'annonce du marié, le comte Russell Raymond, est également faite et notre garçon se présente avec élégance. Pendant qu'il sort, un des invités doute que ce jeune homme soit vraiment à la hauteur du maître de la tour, car il ne semble pas si impressionnant. Alors, le prince Saren lui demande simplement de vérifier au lieu de râler dans le fond. Quand l'homme demande avec irritation comment il peut vérifier, Saren claque des doigts et une série de serpents magiques se précipite vers Russell, ce qui fait crier Hécate. Russell, quant à lui, la rassure de ne pas s'inquiéter, surtout parce qu'il se demandait quoi faire. Mais il semble que la scène ait été parfaitement préparée. Il fait une projection circulaire qui montre ses 6 anneaux et brûle les serpents en même temps, et l'invité est choqué de voir qu'il est vraiment un mage du 6e cercle. Après que Russell ait fait la projection du cercle, il lance des flammes dans le ciel et libère une série de feux d'artifice pour augmenter la festivité. Saran est impressionné de découvrir qu'il cachait un pouvoir magique de ce niveau, au-delà de ce que disait la rumeur. Pendant ce temps, quelque part dans les bois, l'un des païens parle avec l'archiduc Bismarck à travers le crâne et apprend les fiançailles du disciple de leur ennemi juré, Daria, avec un membre de la famille royale d'Endymion. L'archiduc reconnaît qu'un individu pratiquement au niveau des maîtres de la tour est devenu un membre de la famille royale. Alors que le cultiste païen parle à l'archiduc, il est attaqué par un monstre dans la forêt, mais il le maîtrise rapidement et assure Bismarck que ce n'était qu'un rat qui a osé montrer ses dents quand le rugissement du monstre est entendu. Quoi qu'il en soit, le païen félicite sarcastiquement l'archiduc d'avoir ajouté une personne aussi talentueuse à sa famille royale. Mais Bismarck corrige qu'il ne les a jamais considérés comme sa famille, mais comme des usurpateurs sales qui ont pris sa place. Lorsque Bismarck demande des nouvelles des fouilles en cours dans la forêt, le païen avoue qu'il semble que cela prendra encore quelques années. Et ensuite, ils ne peuvent garantir combien de pierres clés seront intactes. L'archiduc confirme si leur performance est garantie, et le païen affirme qu'il s'agit des pierres angulaires Tartanos, utilisées pour sceller les géants qui ont jadis disputé la suprématie sur ce continent.
et même quelques-uns suffisent à restreindre même un mage du 8e cercle. Le problème est que le sceau de Tartanos, avec lequel ils ont un peu joué, a provoqué la folie des monstres de la forêt. Cependant, c'est une bonne nouvelle pour l'archiduc qui pense que les créatures déchaînées peuvent attirer l'attention et affaiblir les forces d'Endymion qui peuvent avancer plus rapidement avec le plan. Cela amuse le païen que l'archiduc puisse être heureux de la mort de citoyens de son propre pays, ce qui fait de lui un tyran. La seule raison pour laquelle ils ont pu y parvenir était qu'ils ont effacé et endommagé les archives de l'époque des dieux, y compris les histoires sur le sauveur d'un autre monde et les géants. Le héros aux cheveux noirs venu d'un autre monde s'est allié au dragon pour sceller les géants comme l'un de ses grands exploits. Mais c'est une histoire qui ne doit jamais être transmise aux générations futures, afin de ne pas ruiner leur plan. Étrangement, le païen réalise que le disciple de Daria a aussi les cheveux noirs et une croissance anormalement rapide, ce qui pourrait signifier qu'il a hérité de la lignée sanguine du sauveur d'un autre monde. Même si c'est le cas, il raisonne que cela s'est passé il y a des milliers d'années, et qu'il n'aurait pas pu pleinement hériter de la lignée du sauveur. Quoi qu'il en soit, il prévoit d'augmenter le niveau des menaces contre lui, juste pour être sûr. Après la cérémonie, le comte Russell est pris d'assaut par plusieurs personnes qui essaient de lui parler en même temps. Ce sont des nobles de la campagne, des seigneurs locaux et même d'autres pays, ce qui signifie qu'il sera coincé ici pendant un moment. Pendant qu'il discute avec eux, il est soudainement approché par Saran, le prince des dunes dorées, qui vient le féliciter pour l'engagement du siècle. Russell se souvient que c'était le type qui avait invoqué les serpents, alors il le remercie en plaisantant pour le cadeau, mais lui demande de lui offrir autre chose la prochaine fois. Russell lui demande s'il a été satisfait de ses réactions, et cela impressionne Saran que Russell ne se soit pas énervé d'avoir été testé, il lui propose donc une alliance. Les dunes de sable doré est l'un des pays les plus riches du continent. S'ils deviennent alliés, ils seront d'une grande aide dans la guerre contre l'Empire. Cependant, Saran précise qu'au lieu d'une alliance entre leurs pays, il aimerait former une alliance spécifiquement avec Russell. Finalement, les deux hommes se serrent la main, impatients de leur alliance. 3 jours plus tard, notre garçon est enfin soulagé que la cérémonie soit terminée. Tandis qu'il est seul, la princesse vient le voir et compatit au fait qu'il est fatigué car il n'est pas habitué à de tels événements. Elle a apporté avec elle des documents d'affaires qui s'étaient accumulés à cause de sa cérémonie de fiançailles. Mais elle a terminé rapidement car elle voulait venir voir son fiancé. Ces mots font rougir Russell à nouveau et il l'accuse de le taquiner encore une fois. Il remarque une lettre parmi les documents qu'Hécat dit être la sienne. En l'ouvrant, il réalise que c'est une lettre de demande de recherche qu'elle a faite en son nom pour qu'il n'ait pas à marcher sur des œufs quand il veut sortir seul. Elle demande si c'était inutile, mais Russell la serre dans ses bras par derrière et la remercie de penser à lui. Cela l'amuse qu'il soit si heureux pour quelque chose qu'elle devrait faire, et elle dit soudainement qu'elle est fatiguée. Finalement, elle se tourne vers lui de manière séduisante et propose d'éteindre les lumières, et Russell est d'accord. Ils vont bientôt au lit et font l'amour passionnément. Quelque temps plus tard, à l'Alliance des États de la ville dans un endroit appelé Nazel, un officier qui s'occupe des mages indépendants explique à un homme qu'ils n'ont pas ce qu'ils cherchent, seulement des mages du 3e cercle. L'homme proteste qu'un mage de 4e cercle seulement peut repousser un navire pirate, et un mage entre soudainement en entendant la demande. Lorsque l'homme demande qui il est, il présente son jeton d'identité. Il s'appelle Reedman Lewis, il a 38 ans et est un mage indépendant de 4e cercle. Il se présente bientôt formellement et déclare qu'il cherche des demandes d'emploi pour l'île de Kulil. Mais en réalité, il s'agit de Russell, utilisant un sort de camouflage pour changer son identité. Peu de temps après, ils partent en voyage et les choses semblent paisibles jusqu'à présent. Russell espère qu'il n'arrivera rien de problématique avant qu'il n'atteigne l'île de Kulil. Pendant ce temps, un autre mage du 4e cercle nommé Karl Neyman attrape un de ses amis, Aidan Hall, qui est un mage du 3e cercle, et l'incite à boire avec eux. Aidan proteste qu'il ne devrait pas boire pendant une mission de garde du corps, mais Karl explique qu'ils ne seront pas ivres, surtout parce que c'est une bière qu'il a personnellement refroidie grâce à sa magie de refroidissement. Finalement, Aidan cède, et Karl offre aussi de la bière à Reedman, qui accepte à contre-cœur. Reedman ne s'attendait pas à rencontrer Aidan Hall ici. Dans le futur, il deviendra la personne qui fera de grandes vagues dans le monde académique, alors qu'il réussira dans ses recherches pour augmenter l'efficacité d'une potion d'environ 20%. Mais comme il était parrainé par l'archiduc Bismarck, il n'avait pas d'autre choix que de la remettre à l'Empire. Cependant, cette fois, Russell prévoit de s'assurer qu'Endymion l'obtienne. Alors qu'ils continuent à boire, Reedman remarque qu'il ressent un flux de mana provenant du bracelet de Karl et demande si c'est un artefact, ce à quoi Karl répond que c'est un artefact utilisé pour clarifier l'esprit. Alors qu'il célèbre, des pirates apparaissent soudainement sur environ 5 navires. L'homme qui les a engagés sort immédiatement pour assembler les mages, mais Karl sourit car il avait drogué les bières qu'il a données aux mages, ce qui les a fait s'évanouir. Quand le propriétaire du navire arrive, il remarque Aidan et Reedman par terre et réalise que Karl est de mèche avec les pirates. Karl affirme ses soupçons et lui conseille de mieux vérifier les antécédents des gens, puis lui dit d'aller au bateau pirate s'il ne veut pas mourir. Soudain, la bague de Reedman commence à étinceler, déclenchant une tempête de foudre et activant le marteau du géant du tonnerre, la signature de la bague, libérant un torrent de foudre sur les pirates. Karl est surpris par l'éclair soudain, ne sachant pas qui l'a causé, jusqu'à ce que Reedman se lève et demande en plaisantant si cela l'a effrayé. Karl est surpris que Reedman soit toujours capable d'utiliser la magie et réalise qu'il utilise un artefact. Puisque Reedman essaie toujours de garder sa couverture en tant que mage du 4e cercle, il décide d'utiliser l'artefact comme excuse pour chaque autre mouvement qu'il fera. Lorsque Reedman déclenche un incendie pour engloutir Karl, le pauvre homme supplie d'être épargné, mais notre garçon n'écoute pas ses supplications jusqu'à ce qu'il soit réduit en cendres. Après que Karl soit brûlé au point d'être méconnaissable, le propriétaire du navire n'arrive pas à croire qu'il était un pirate et demande à Reedman comment il a pu le savoir.
Reedman lui dit qu'il a vu l'artefact que Carl portait. C'est un artefact qui fuit le mana de l'utilisateur et est probablement utilisé pour informer les autres pirates cachés dans les environs de sa position. Soudainement, les pirates entourent le navire et lancent leurs ancres dedans. Le propriétaire commence à paniquer, surtout parce que Reedman, qui est un mage de 4ème cercle, ne peut pas gérer autant de pirates. Il commence donc à envisager de payer un péage pour les faire partir. Cependant, Reedman lui dit de s'occuper d'Aidan pendant qu'il va nourrir les poissons. Étonnamment, Reedman survole quelques pieds au-dessus du navire et décide de mettre fin à cela en un instant, en libérant une pluie de feu sur les navires pirates. Plus tard, après que les navires pirates ont été détruits en mer, Aidan se réveille, se demandant ce qui était arrivé aux pirates. Reedman ne répond pas, mais l'encourage à se reposer pour le moment et l'informe qu'il a infusé de l'énergie de feu dans sa route de mana pour se débarrasser de l'effet de la drogue. Aidan se rallonge bientôt et s'excuse de ne pas avoir prêté plus d'attention. Reedman lui dit que ce n'est pas grave et lui demande s'il a écrit l'article de recherche qu'il a trouvé sur lui. Aidan est surpris de le voir avec l'article et Reedman explique qu'il l'a ramassé lorsqu'il est tombé par terre alors qu'il le déplaçait dans la pièce. Il avoue à Aidan que la recherche pour augmenter l'efficacité des potions qu'il a lues est assez intéressante et qu'elle l'enthousiasme. À cause de cela, Reedman propose d'aider avec ses recherches, mais Aidan explique que le coût de la collecte des potions pour la recherche sera trop élevé, même s'il est reconnaissant pour l'offre. Reedman précise que l'argent n'est pas le problème, et lui donne un jeton d'identité qu'il peut soumettre à la tour de flamme, ce qui l'aidera à obtenir l'argent dont il a besoin pour la recherche, certain que Maître Daria pourra probablement reconnaître la valeur de cette recherche immédiatement. Quand Aidan lit le jeton d'identification, il se rend compte qu'il appartient au mage de guerre de la tour de la flamme, Russell Raymond, et il est presque fou car il rencontre le célèbre Russell Raymond. Russell essaye immédiatement de le faire taire et explique qu'il est déguisé pour des raisons qu'il ne peut pas divulguer. Finalement, Aidan avoue que Russell est le premier à reconnaître la valeur de sa recherche et promet de suivre tout ce qu'il dit. Quelque temps plus tard, il se rapproche de l'île de Koulil, mais Russell remarque que les points sur la carte qu'il a ont soudainement disparu, laissant quelques mots. Les mots disent que là où la rivière de glace et la rivière de flamme se chevauchent, dirigez-vous vers la fin de la rivière de flamme et montez de là. L'objectif de la carte semble être de le conduire à ce point, mais il ne le comprend pas encore. Quelques instants plus tard, l'équipage jette l'ancre et le propriétaire du navire remercie les deux mages d'avoir aidé leur association de marchands à arriver en toute sécurité. Aidan explique humblement qu'il n'a rien fait et est sur le point de dire que c'était Sir Russell qui a aidé, mais se souvient soudainement que son nom est actuellement Reedman. Le marchand leur donne de l'argent en guise de récompense et leur dit qu'il a mis un peu plus que le montant indiqué dans le contrat, leur souhaitant bonne chance pour tout leur voyage. Après le départ de l'homme, Aidan boude car il espérait en apprendre davantage de Russell avant qu'ils ne se séparent. Soudain, Russell reprend son visage d'origine et informe Aidan qu'il le verra à la tour de la flamme puis s'en va. Comme notre garçon se promène dans l'endroit, il ne semble pas y avoir beaucoup d'humains, comme prévu dans un pays de hommes-bêtes. En marchant, il remarque un homme singe, mais finit par décider d'aller au bar car c'est le meilleur endroit pour recueillir des informations dans des terres étrangères. En entrant, il est accueilli par le barman et demande un verre de bière bien fraîche. Quand il paie trop cher pour le verre de bière, la barmaid proteste que c'est trop pour une bière, alors Russell lui demande de garder la monnaie comme paiement pour répondre à ses questions. Elle sourit et lui demande joyeusement quelle question il a. Alors Russell demande s'il y a une rivière de flamme sur l'île. La barmaid ne semble pas reconnaître la rivière de flamme, mais explique qu'il y a quelques endroits où il peut trouver de la lave en fusion. Apparemment, l'île de Koulil s'est formée à la suite de l'éruption d'un volcan, mais elle n'a pas éclaté depuis des siècles. Il lui demande également s'il existe un endroit où la rivière de glace et la rivière de flamme se rencontrent, mais elle ne semble pas comprendre de quoi il parle. Alors il lui dit que ce n'est pas grave. Finalement, notre garçon décide qu'il doit marcher un peu, alors il se dirige vers le centre de l'île. En chemin, il rencontre l'homme bête singe qu'il a vu auparavant, qui lui demande s'il a besoin d'un guide, précisant qu'il facture 2 pièces d'argent par heure. Quand l'homme bête promet qu'il ne regrettera pas de l'avoir embauché, Russell le considère comme un connard qui essaie simplement de l'arnaquer avec un stratagème élaboré, comme ils le font généralement. Finalement, Russell décide de suivre l'homme singe qui explique qu'il n'y a pas de race aussi connectée que les hommes singes parmi ceux qui vivent près de la côte. L'homme singe explique qu'ils connaissent mieux la région et Russell est d'accord, mais il demande où il l'emmène. L'homme singe insiste joyeusement qu'il l'emmène là où il veut aller, mais Russell explique qu'il ne se souvient pas lui avoir dit où il voulait aller. Quand le singe réalise qu'il est découvert, il demande quand il a compris son stratagème et pourquoi il l'a suivi. Alors, Russell explique qu'il l'a suivi parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour travailler pour lui. Quand l'homme singe réalise qu'il a été dupé, il se plaint et dit à Russell qu'il allait lui épargner la vie s'il lui avait remis ses affaires sans faire d'histoire. Mais il a changé d'avis pour arracher sa peau. Alors que le groupe d'hommes singes se précipite vers Russell, il lance un sort de foudre et demande s'il pense vraiment qu'il l'aurait suivi dans son piège s'il n'avait rien dans ses manches. L'homme singe reconnaît immédiatement le sort comme un sort à large portée et dit à tout le monde de battre en retraite car cela va piquer un peu. Avant qu'ils ne puissent réagir à l'ordre, la chaîne de foudre les frappe tous et les élimine. Russell épargne celui qui l'a amené là et lui dit qu'il a des questions auxquelles il devra répondre gentiment tout en maintenant le sort de foudre devant ses yeux. Russell lui demande un endroit où la rivière de glace et la rivière de flamme se chevauchent, mais le singe s'excuse car il n'a jamais entendu parler d'un tel endroit. Quand Russell demande s'il mentait sur le fait d'être le plus informé en ce qui concerne l'île Kulil, le Mikeman explique avec peur qu'il n'y a pas un tel endroit sur l'anneau extérieur de l'île.
Quand Russell demande si cela pourrait être dans le cercle intérieur, le Mickeman avoue ne pas savoir ce qui se trouve dans le cercle intérieur, ce qui signifie que Russell devra y aller par lui-même. Quand Russell décide d'aller au cercle intérieur, le Mickeman proteste parce que ceux qui sont à l'intérieur ne sont pas ordinaires, sont assez hostiles par nature et attaqueront immédiatement s'ils découvrent qu'un humain étranger a pénétré sur leur territoire. Peu après, Russell se dirige vers l'anneau intérieur et il est abordé par certains des habitants qui demandent s'il est l'étranger qui provoque des remous sur l'île. Leur chef dit qu'il est plus petit qu'il ne le pensait et Russell réalise qu'ils n'ont aucune intention de tuer, seulement un désir de se battre. Il se demande si l'instinct des hommes bêtes est seulement de rechercher la force, alors il demande joyeusement s'ils sont là pour se battre avec lui. Le chef affirme qu'il sait pourquoi ils sont là et s'excuse parce que c'est leur instinct naturel. Le chef lui demande de dire quand il est prêt, alors Russell dit joyeusement qu'ils peuvent commencer. Le chef aime sa personnalité et lui saute dessus, espérant voir s'il a les compétences pour correspondre à ses paroles. Alors que le demi-homme le charge, notre garçon réalise qu'il ne pourra pas arrêter cette charge avec un sort bâclé, alors il doit condenser son mana autant que possible. En donnant plus de force à l'attaque, notre garçon libère une onde de choc que l'homme bête félicite, mais il déclare qu'il ne peut toujours pas le repousser avec ce niveau de force car ce niveau de magie n'est rien. Alors que l'homme bête tente de foncer en utilisant sa force brute, il est bientôt repoussé et projeté à plusieurs mètres. Les autres gars regardent sous le choc alors que leur patron est projeté d'un seul coup, réalisant que ce mage doit être puissant. Le reste court rapidement vers Russell pour le supplier de les combattre ensuite, mais leur patron se précipite pour les chasser, leur ordonnant de rester en arrière car le mage n'est pas quelqu'un que deux d'entre eux peuvent gérer. Le rétablissement rapide du patron donne l'impression qu'il n'a subi aucun dégât car cette quantité de puissance aurait brisé des os, mais il semble que le corps de l'homme bête soit optimisé pour le combat. Russell raisonne qu'il pourrait facilement devenir surhumain s'il savait utiliser l'aura. Notre garçon demande à l'homme bête s'il aimerait continuer, ce à quoi il répond volontiers, mais explique qu'il ne peut pas le faire parce que son corps est en mauvais état et qu'il ne pense pas pouvoir se battre davantage. Finalement, le patron accepte sa défaite et félicite Russell pour son bon combat. Enfin, il demande à notre garçon ce qui l'amène dans l'anneau intérieur, surtout parce que les humains ne commercent que dans l'anneau extérieur. Russell explique qu'il cherche l'endroit où la rivière de glace et la rivière de flamme se chevauchent, mais l'homme bête explique qu'il n'a jamais entendu parler d'un tel endroit. Le bête dit qu'il devrait aller dans la région divine, car il pourrait y trouver des indices. La région divine est la terre sacrée où réside un dieu, et l'homme bête explique qu'il n'y est jamais allé, mais il soupçonne que c'est le seul endroit où la chose qu'il a mentionnée pourrait se trouver. Russell se rappelle qu'il y avait des archives du premier roi bête, Fenrir, étant un dragon métis, et il n'a pas d'autre choix que d'enquêter là-dessus, puisque c'est l'indice qu'il a obtenu de l'autel dans le monde souterrain. Quelques jours plus tard, Russell vainc un autre homme bête dans le cercle intérieur, et cela semble être son 17e combat de la journée. Le boss homme bête avec lequel il s'était battu lui avait dit qu'il avait besoin de la reconnaissance des grands guerriers et des grands anciens pour entrer dans la région divine, mais qu'il devait prouver sa force pour obtenir leur reconnaissance. Jusqu'à présent, il s'est battu pendant 15 jours d'affilée, mais personne n'est venu le reconnaître. Peu de temps après, un autre homme bête de la tribu du jaguar apparaît et lui demande s'il est l'humain étranger dont on parle. Lorsqu'il confirme, l'homme bête lui demande de le suivre car quelqu'un le cherche. Russell remarque le nœud autour de sa taille et identifie qu'il s'agit du symbole d'un grand guerrier. Alors il lui demande si c'est un grand guerrier ou un grand ancien qui le cherche. Le homme bête lui dit que c'est Mouya, le roi des bêtes. Notre garçon s'attendait à ce qu'un grand guerrier ou un grand ancien le cherche, mais il ne s'attendait jamais à rencontrer le roi des bêtes, ce qui est une plus grande prise qu'il n'aurait jamais pu rêver. Il y a quelque temps, Mouya avait appelé des hommes bêtes de la tribu des jaguars pour leur demander s'ils connaissaient l'étranger qui cause des troubles sur l'île récemment. Ils confirment qu'ils sont au courant, surtout parce qu'on dit que les gardiens de plusieurs tribus ont été vaincus. Le roi des bêtes semble surpris que des personnes presque au niveau d'un grand guerrier aient été vaincues et demande aux hommes bêtes d'aider à amener la personne qui l'a fait. Ils promettent d'amener la personne à s'agenouiller devant le roi, mais Mouya demande qu'il l'amène simplement tranquillement comme invité du roi. À l'heure actuelle, tandis que les hommes bêtes de la tribu des jaguars transmettent l'information à Russell, qui est impatient de partir immédiatement, un des hommes bêtes fixe Russell avec mépris, car il a l'air plus faible que ce que disent les rumeurs. L'homme bête suppose que ceux qui ont perdu contre lui ont simplement baissé leur garde, et ne peut pas croire que le roi traite quelqu'un comme lui en tant qu'invité. Un autre homme bête remarque l'hostilité de son camarade et l'avertit. En entendant cela, l'homme bête jaguar convient qu'il n'est pas assez stupide pour embêter l'invité du roi, et marche avec irritation vers Russell pour l'informer qu'ils doivent aller plus vite parce qu'ils sont un peu occupés. Lorsque Russell acquiesce, le gars saute dans le ciel et lui demande d'essayer de suivre. Alors que l'homme bête commence à voler vers l'endroit où se trouve le roi des bêtes, il a secrètement l'intention de montrer à Russell la différence entre leur niveau par rapport à la racaille humaine. Mais notre garçon apparaît bientôt derrière lui, louant sa vitesse. Le homme bête est choqué de voir que notre garçon a pu le rattraper à sa vitesse maximale. Mais il est encore plus choqué quand Russell lui demande de ne pas se retenir à cause de lui, car il peut aller plus vite que ça. Lorsqu'ils arrivent à destination, le homme bête félicite la vitesse de Russell parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un humain puisse le rattraper. Finalement, il demande à Russell s'il est le meilleur coureur parmi les humains. Mais Russell avoue qu'il y a au moins 30 personnes dans son royaume qui peuvent faire ce qu'il fait, et peut-être environ 100 sur tout le continent, ce qui brise la fierté de l'homme bête. En se concentrant sur le paysage, Russell est surpris qu'une si grande ville puisse exister dans la forêt, mais il se dit que cela est attendu de la résidence du roi des bêtes. À mesure qu'ils avancent, il aperçoit les grands guerriers de Koulil, qui sont au moins 4e cercle, et au-dessus, il y a un esprit combatif incroyablement dense qui fait que notre garçon a l'impression de marcher dans un marais, et cela confirme son idée de ne venir ici qu'après être devenu un mage du 6e cercle.
Pendant ce temps, l'un des guerriers est choqué que Russell puisse repousser l'esprit combatif émané par 100 grands guerriers. Mais le roi bête apparaît bientôt et demande aux guerriers pourquoi il crée des problèmes alors que le roi leur avait dit de ne pas le faire. Muja monte bientôt sur le trône et dit à Russell que c'est agréable de le voir, le traitant de gamin humain et se présentant. Notre garçon remarque la force du roi bête et devine qu'elle est probablement au même niveau que Maître Duria. Cependant, il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit une femme. Elle lui demande bientôt pourquoi il la fixe, et Russell la salue respectueusement, se présentant comme un sorcier de la tour de flamme et demandant compréhension concernant son ignorance de l'étiquette des hommes bêtes. Après avoir entendu cela, Muja détourne le regard et dit qu'il n'est pas nécessaire d'être si formel, mais il est clair qu'elle a totalement aimé ça. Elle demande bientôt à l'humain ce qui l'amène d'un continent si éloigné à Koulil, alors Russell explique qu'il cherche où la rivière de glace et la rivière de feu se chevauchent. Quand les guerriers entendent cela, ils considèrent impensable qu'un simple étranger, qui n'est même pas un guerrier, veuille entrer dans les régions divines. Le roi les fait taire rapidement, et Russell demande si aucun étranger n'est jamais entré dans les régions divines, ou s'il existe une règle qui rend impossible l'entrée des étrangers. Muja remarque que Russell sait voir les situations telles qu'elles sont vraiment, ainsi que ses capacités de combat qui sont au moins à la hauteur de celles des grands guerriers et son grand discernement qui peuvent aider à stimuler la croissance des hommes bêtes qui stagnaient. Elle lui demande de continuer à parler et Russell demande à nouveau si ceux qui sont reconnus comme guerriers peuvent entrer dans la région divine. En entendant cela, Muja lui demande s'il est en train de dire qu'un humain veut tenter l'épreuve du guerrier, donc Russell admet qu'il sera prêt à tenter l'épreuve si c'est le seul moyen légitime d'entrer dans la région divine. Peu après, on lui dit que les règles de l'épreuve sont simples. Rester en vie dans un canyon pendant 10 jours. Il ne recevra aucune nourriture, donc il devra se procurer tout ce qui est nécessaire pour sa survie et combattre 5 grands guerriers par jour tout en gagnant tous les combats. Russell comprend que cet exercice vise à tester sa capacité mentale, sa capacité de survie et ses compétences. De plus, il y a une étrange énergie sombre qui émane du canyon, alors il réalise qu'il doit être prudent pour garder l'esprit concentré. Peu après, Muja déclare qu'il est temps d'entrer dans le canyon, alors il commence l'épreuve du guerrier une fois qu'il saute. Quand il atterrit dans le canyon, il se rend compte que l'énergie sombre est plus forte qu'il ne l'avait imaginé, et il se souvient avoir entendu dire que c'est le canyon où se trouve le cadavre de Jormungandr, le serpent qui a tué Fenrir, le premier roi des bêtes. Soudain, plusieurs serpents s'approchent de lui, mais Russell appelle calmement Pepper qui les repousse avec son souffle de feu. Après cela, Russell lui dit qu'ils vont avoir de la viande de serpent pour le dîner. Le dernier jour du procès, Muja est impressionné par l'incroyable force mentale et habileté de notre garçon. Le feu que Russell a aussi fait en utilisant la magie brûle depuis 5 jours d'affilée, et malgré le combat contre 20 grands guerriers, il n'est pas blessé du tout. Muja réalise qu'elle ne peut pas se retenir après avoir vu un plat aussi délicieux devant elle. Contre la volonté de ses guerriers, elle saute dans le canyon et Russell proteste que c'est un peu injuste qu'elle doive rejoindre le combat. Mais elle explique que son sang a commencé à bouillir après avoir vu quelqu'un d'aussi fort. Techniquement, elle est aussi une guerrière des hommes bêtes, alors elle propose qu'il réussisse l'épreuve du guerrier s'il peut supporter 5 de ses attaques, car elle n'est pas sans vergogne. Russell aime l'idée qu'il n'a plus rien aujourd'hui s'il endure 5 de ses attaques, mais le roi des bêtes est définitivement bien plus difficile à combattre que les grands guerriers. Puisque c'est ce qu'elle veut, il décide de se plier à son souhait, mais il active rapidement sa draconification. Les guerriers sont surpris par cet élan d'énergie soudain et se demandent si Russell n'était pas humain. Pendant ce temps, le roi bête est intrigué par la démonstration de sa pleine puissance, car elle pourra profiter du moment, même si cela ne durera pas longtemps. Ses commentaires rendent Russell tendu alors qu'elle se précipite vers lui. Elle balance son arme avec enthousiasme pour le transpercer, mais notre garçon se protège rapidement avec un bouclier. Comme prévu pour un super-être parmi les super-êtres, ses mains se retrouvent vite occupées à essayer de dévier ses attaques. Finalement, il décide d'arrêter son mouvement avec de l'énergie glaciale pour gagner du temps, alors il la frappe avec de l'énergie glaciale. Mais elle s'accroche juste et rit avec excitation. Bien que Muja trouve cela intéressant, elle creuse dans le sol et sort un rocher pour bloquer son attaque. Quand l'explosion de glace s'arrête, elle avoue qu'elle a trouvé son attaque intéressante et décide de compter cela comme 2 échanges où il a résisté à son attaque. Notre garçon réalise qu'il doit juste faire cela encore 3 fois, mais Muja bondit vers lui à main nue et le frappe, mais il parvient à bloquer avec sa lance. Il appelle rapidement Pepper qui la frappe avec une boule de feu. Malgré cela, Muja traverse le feu et donne un coup de pied à Russell qui vole plusieurs mètres dans un rocher. Russell se relève rapidement et utilise sa bague de foudre pour invoquer le marteau de foudre. Quand Muja le voit, elle dévie le marteau d'un point, le faisant reculer. Finalement, elle attrape le marteau et l'utilise comme une arme pour écraser Russell au sol. Il lance rapidement un autre sort comme le soleil couchant, ce qui la force à s'arrêter net car elle courait vers lui. Cachée dans l'attaque du soleil couchant se trouve la lance Gaibolg qui est censée la finir si la première attaque ne l'affecte pas, et Russell déchaîne les 2 attaques. Après que la fumée se dissipe, notre garçon respire lourdement, alors le roi des bêtes décide de le laisser partir puisqu'il ne semble plus pouvoir continuer, même si elle aimerait jouer plus. Elle avoue que c'était vraiment amusant de se battre avec lui et lui donne une note de passage alors qu'il s'évanouit. Un peu plus tard, Russell, qui est recouvert de bandages, se réveille violemment avec Pepper à ses côtés. Le roi bête, qui est resté à ses côtés, l'informe que Pepper est resté à ses côtés tout le temps, mais il s'alarme lorsqu'il la voit se déshabiller. Il utilise rapidement Pepper pour se couvrir les yeux et exige de savoir ce qu'elle fait. Confuse, elle explique qu'elle voulait lui montrer les marques passionnées qu'il a laissées sur son corps et notre garçon devient rouge, se demandant quand il a bien pu faire ça. Elle pousse soudainement Pepper hors du chemin et lui montre la marque sur son épaule. Apparemment, elle n'a jamais pensé qu'il ferait exploser le soleil couchant avec une lance, et la brûlure aurait été bien plus grande si elle avait esquivé une seconde plus tard.
Il semble que sa dernière attaque ait fonctionné, mais la blessure est bien trop petite pour qu'il puisse dire que cela a marché. Lorsque Muja remarque que son visage est si rouge, elle vérifie et confirme qu'il n'a pas de fièvre. En réalisant que c'est autre chose, elle lui demande s'il est comme ça parce qu'il veut s'accoupler avec elle. Elle dit que si c'est le cas, elle envisagerait de l'appeler un homme au lieu d'un étranger. Alors que Russell essaie de la calmer pour qu'elle l'écoute, elle s'avance vers lui de manière séduisante et explique qu'elle ne voit pas d'inconvénient à recevoir sa semence. Notre garçon remarque son énergie intense, mais il la stoppe rapidement et explique qu'il a déjà une amante à qui il a promis son avenir, alors elle s'arrête en réalisant qu'il ne veut pas le faire. Enfin, Russell lui demande s'il peut entrer dans la région divine, alors Muja déclare qu'il n'y aura personne d'assez fou pour s'opposer après avoir vu sa performance d'hier, et il pourrait même être envieux de sa force. Excité, il lui demande quand il peut entrer, et elle lui dit qu'il peut après la récupération de son corps, ce qui prendra au moins 2 mois selon le médecin. 3 semaines plus tard, alors que Russell vole avec le roi des bêtes vers la région divine, elle trouve incroyable que Russell ait pu se rétablir en seulement 3 semaines. Mais elle ne sait pas qu'il a pu le faire grâce à Overload et son corps de sorcier. Bien qu'il soit reconnaissant qu'elle le guide personnellement vers la région divine, il se demande si elle n'a pas d'autres affaires à régler puisqu'elle est la reine. Mais Muya explique que le concept humain d'un roi est différent du leur. Lorsqu'il s'approche de la région divine, elle lui fait signe d'aller au bas du précipice et de rester juste au-dessus de l'eau. Finalement, il repère un trou et elle lui demande d'y entrer. Russell trouve surprenant qu'il y ait un tel espace dans une grotte. Lorsqu'ils entrent, elle montre un écoulement d'eau dans la grotte et explique que c'est ce qui crée les lacs à l'intérieur et à l'extérieur de la région. L'eau vient de la région divine et pour entrer dans la région divine, il doit remonter la rivière formée par cette eau. Elle décide de rester en arrière et de le laisser essayer. Quand il remonte la rivière, il finit par découvrir la région divine, la terre sacrée où réside le dieu des hommes bêtes. En traversant la grande rivière, il se rend compte qu'elle semble assez normale, jusqu'à ce qu'il atteigne un point où la rivière a 2 couleurs. La mission qui lui a été confiée était de remonter jusqu'à la fin de la rivière de flammes, alors il continue vers la fin. Il s'avère que la source de la rivière est un volcan, mais la carte indiquait qu'il y a quelque chose dans cette zone. Quand il remarque une bulle sortir de l'eau, il réalise que ce serait trop facile de trouver ce qu'il cherche ici. Et le fait qu'il y ait des bulles signifie que c'est connecté à un autre endroit qui serait probablement la source de la véritable rivière. Il plonge bientôt dans la rivière et tombe sur une autre grotte quelque part sous l'eau. Cela devrait être l'endroit, et Russell appelle Pepper pour détecter toute énergie magique qui pourrait se trouver dans la grotte car elle est assez sombre. Pepper suit rapidement une piste jusqu'à ce qu'il tombe sur Ignir, le dragon de feu, qui est mort, mais dont l'essence accueille le petit maître et s'excuse de ne pas avoir pu attendre l'arrivée du maître. Le dragon montre l'arme divine, Brahmastra, et explique qu'il est resté à cet endroit pour transmettre cette grande magie. Russell est capable de ressentir la puissance de la magie sans même la toucher et se demande s'il pourra gérer un pouvoir aussi grand à son niveau actuel. Soudainement, le système l'informe que la volonté corrompue du premier roi des bêtes, Fenrir, réagit à l'arme divine Brahmastra. On lui dit que la volonté de Fenrir se manifeste et on lui demande de purifier cette volonté. Peu de temps après, Fenrir apparaît littéralement. Et Russell est surpris qu'une manifestation de Fenrir soit si imposante. La bête ressemble plus à une bête divine qu'à un monstre, mais Ignir le supplie de prendre l'arme. À contre-cœur, Russell saisit l'arme. Soudain, il voit une vision de plusieurs guerriers et géants qui viennent combattre une femme. La femme promet de tous les éradiquer, mais les géants sautent vers elle. Russell espère qu'elle s'éloigne de l'attaque, mais elle se contente de le regarder en arrière et de sourire. Alors qu'il se demande si elle peut le voir, il reconnaît les écailles et les cornes sur sa tête qui semblent former une couronne. Finalement, il comprend que la femme est le roi dragon divin. Pendant ce temps, tout en combattant les géants, elle crée Brahmastra, une nouvelle arme divine avec le pouvoir de tuer même un dieu, et explique que c'est pour le guider dans son avenir pour devenir une torche. Uni avec l'esprit du roi dragon divin, Russell, dans le présent, lance le Brahmastra à la volonté de Fenrir et est surpris de le vaincre en un seul coup. La puissance de l'arme équivaut à 8 ou 9 cercles. Soudain, alors que la volonté de Fenrir est purifiée, un homme apparaît et se présente comme celui qui a hérité du sang d'un dragon, espérant faire une demande au grand maître des dragons en parlant de Russell. L'homme lui tend quelque chose et lui demande de le transmettre à ses enfants. Et Russell le reconnaît comme le trésor des hommes bêtes, et ce qui les lie. L'homme espère que Russell enlèvera les chaînes qui les lient. Peu après, le système avertit notre garçon que la manifestation de la volonté corrompue de Fenrir a été purifiée et qu'il recevra Brahmastra comme récompense. Alors que l'arme se dirige vers lui, notre garçon ne peut pas supporter l'énergie intense du feu, et il a l'impression que les veines de mana dans tout son corps brûlent. Avec son niveau de compréhension de l'élément feu, il ne devrait pas souffrir autant. Cependant, les choses qui stimulent ses veines de mana sont de la magie de haut niveau et des formules qui sont presque au 9e cercle. Alors que cela parcourt son corps, il réalise que son cerveau explosera s'il ne comprend pas ou ne le contrôle pas correctement. Peu de temps après, le système lui notifie que Brahmastra a élargi son cerveau et que sa compréhension de Brahmastra a augmenté. Peu après, Brahmastro commence à reconstruire son cerveau et s'effondre finalement lorsque le processus se termine. Pepper court rapidement à ses côtés en larmes, craignant qu'il ne soit mort. Cependant, le dragon divin lui dit de ne pas s'inquiéter parce que Russell s'est seulement évanoui de fatigue et se réveillera bientôt. Le roi dragon divin explique que son enfant Ignir était censé le servir, mais n'a pas pu le faire à cause du destin. Alors, elle demande à Pepper s'il héritera de son pouvoir. Quand Pepper semble inquiet, le dragon divin explique qu'il n'y a pas de quoi être surpris car il est à la fois dragon et esprit, donc il est plus que capable d'hériter de cela.
Soudainement, le pouvoir est libéré sous la forme d'un œuf, et le dragon divine espère que Pepper deviendra le nouveau dragon de feu et voyagera avec Russell. Le dragon divine exprime également son souhait que Pepper perpétue la lignée des dragons. Peu après, Russell se réveille et remarque que Pepper mange quelque chose de comestible. Russell ne sait pas ce qui se passe, mais le système l'informe bientôt que Pepper s'est hérité de l'esprit du dragon de feu. Peppers l'enveloppe bientôt, et le système explique qu'il faudra beaucoup de temps pour que Pepper digère le pouvoir absorbé et devienne un dragon de 2e génération. Peu après, Pepper entre dans un état de sommeil et s'effondre au sol. Russell le transporte rapidement dehors, inquiet de ne pas avoir joué avec Pepper plus souvent avant qu'il ne tombe dans cet état de sommeil, incertain de ce qu'elle deviendra. Lorsqu'il sort, il rencontre Muja qui suspecte qu'il a découvert quelque chose d'incroyable à partir de son expression. Il lui tend l'objet que Fenrir lui a donné et sous le choc, elle lui demande de lui raconter chaque détail sur comment et où il l'a obtenu. Peu de temps après, Muja explique que ce qu'il tient s'appelle le cristal de la lune et lui demande s'il sait pourquoi les hommes bêtes sont bloqués sur l'île de Kulil. Russell suppose que c'est parce qu'ils doivent rester ensemble pour se protéger car ils sont petits, mais Muja répond que c'est faux car même les longs archers, se référant aux elfes, et les souches de la terre, se référant aux nains, sont sur le continent et ils sont plus forts qu'eux. Apparemment, il reste sur cette île pour trouver l'objet qu'il tient, qui appartenait au premier roi des bêtes, Fenrir. Russell se demande si c'est ce que le dragon entendait par chaîne, alors il demande à Muja pourquoi ils sont si obsédés par la recherche de cet objet, et Muja lui parle d'un terme appelé bestialisation. Apparemment, c'est une capacité qui améliore les capacités de combat en faisant ressortir la bête inscrite dans le sang de quelqu'un. Les nuits de pleine lune, ils peuvent utiliser la transformation en bête lunaire, qui est 3 fois plus puissante que la transformation en bête, mais ce cristal de lune leur permet de l'utiliser sans pleine lune. Après leur discussion, Russell lui demande de lui rendre service en s'entraînant avec lui une fois par jour avant son départ. Peu de temps après, ils échangent quelques coups et Russell est projeté contre un rocher quelque part. Muja lui demande en plaisantant pourquoi il est déjà essoufflé alors qu'elle ne fait que commencer. Elle lui dit de se ressaisir car il ne pourra pas satisfaire celle avec qui il partage un avenir promis s'il est aussi faible. Alors, il se lève rapidement pour sa prochaine attaque. Il crée une construction originale proclamant qu'il est encore plein d'énergie et lançant 5 lances Gaibolg sur elle dans une attaque appelée la lance magique de la mort. Muja adore son énergie alors qu'elle bloque les 5 lances qui explosent bientôt massivement. Après que la fumée se dissipe, Russell réalise que Muja est un véritable monstre et se demande s'il est impossible de lutter contre elle sans utiliser la draconification. Peu de temps après, Muja s'approche de lui et lui demande s'il a déjà fini, suggérant qu'il se transforme comme il l'a fait auparavant. Cependant, Russell explique qu'il s'entraîne à pratiquer ses bases, ce qui serait inutile s'il utilisait la draconification. Mais Muja s'en fiche car ce n'est pas amusant pour elle. Soudainement, elle dit à l'homme humain, se référant à Russell, qu'elle aimerait lui demander de devenir leur pont vers le monde car elle va quitter l'île avec les hommes bêtes dans les prochaines années puisqu'ils ont trouvé la lune de cristal. Russell ne comprend pas exactement ce qu'elle lui demande de faire parce qu'il n'a pas l'autorité pour leur donner une partie du territoire d'Endymion, mais elle clarifie avec colère qu'elle veut seulement un petit morceau de terre qui serait suffisant pour qu'ils puissent y vivre. En réalisant quelque chose, Russell demande avec enthousiasme au roi bête si elle envisage de rejoindre Endymion, ce qu'elle confirme, déclarant même qu'elle est prête à s'incliner devant son roi et proposant de les aider lors des conflits territoriaux et des guerres. C'est intriguant qu'elle dise cela, et Russell est ravi d'entendre la nouvelle. Plus tard, à l'intérieur du palais Endymion, le roi et certaines personnes importantes se réunissent pour discuter de l'autorisation de la migration des hommes bêtes de l'île de Kulil. Le ministre des Finances proteste qu'ils sont plus de 200 000 et qu'ils ne pourront pas trouver un endroit pouvant nourrir et abriter autant de personnes. Cependant, le ministre de la Défense proteste que même la moitié de leur nombre, se joignant à eux dans les guerres, signifie beaucoup plus de soldats, ce qu'ils ne peuvent ignorer. Il y a des opinions divergentes à ce sujet, alors le roi leur dit que cela suffit. Le roi précise qu'il s'agit d'une discussion vaine puisqu'ils n'ont pas assez d'informations. Il propose donc que Russell, le futur mari de la princesse, prenne la parole puisqu'il les a rencontrés et passé du temps avec eux. Enfin, Russell raconte que les hommes bêtes étaient principalement agressifs, et que leur culture n'est pas si différente de celle d'Endymion. Autant qu'il serait nécessaire de leur créer un espace, il croit que les accueillir permettra la croissance d'une armée forte, ce qui les aidera à profiter de cet accord. Enfin, Gillian demande à quel point Muja est puissant. Russell explique qu'en se basant sur ses standards de sparring avec elle, il dirait qu'elle est 3 niveaux au-dessus de McCrae Hughes. Lorsque la princesse Hécate apprend que le roi des bêtes est une femme, elle devient tendue. Emilia, la maîtresse de la Tour Blanche, intervient bientôt et demande à Russell si elle ne lui semblait pas forte seulement parce qu'il est faible. Gillian demande rapidement au maître de la Tour Blanche de se calmer, et Emilia le traite de fou, obsédé par un enfant, lui demandant pourquoi il pense qu'il appelle un enfant. Néanmoins, Gillian rit simplement et déclare que le roi des bêtes n'est pas un mage mais un guerrier, il est donc normal qu'il soit celui qui s'occupe de cela puisqu'il est formé en aura. Finalement, Emilia cède avec colère, et Gillian lance une série d'armes sur Russell pour voir comment il va s'en sortir. Et notre garçon est surpris de pouvoir fabriquer plusieurs centaines d'armes avec la manifestation de son aura. Il est clair qu'elles seront pleines de trous s'il essaie de les bloquer, alors il décide de les dévier à la place. Et cela choque Gillian qu'il soit capable de détourner son aura. Gillian remarque que Russell est devenu plus fort et se demande s'il a reçu une forme d'illumination lors de ses duels avec le roi des bêtes. Après que Russell a réussi le test, Sir Gillian s'excuse auprès de sa majesté pour le tapage qu'il a causé pour évaluer la situation et explique que l'évaluation de Russell peut être faite en confiance compte tenu de ses compétences. Sur cette base, sa majesté déclare que tout ce qui reste maintenant est de découvrir les véritables intentions du roi des bêtes pour savoir si elle est sérieuse ou a un autre plan.
Russell confirme rapidement que c'est probablement la vérité et montre le collier que le roi bête lui a offert en cadeau, fait de sa canine, ce qui prouve sa sincérité. Après avoir obtenu plus d'informations, le roi propose qu'il discute davantage de la question à l'avenir. Il dit également que, bien que ce ne soit que la première réunion, s'il n'y a pas de variables inattendues, la terre d'Endymion recevra 200 000 hommes bêtes. De plus, il dit que cela sera considéré comme une grande contribution du comte Russell. Lorsque Russell proteste qu'il n'est tombé sur cela que par hasard et ne l'a pas fait pour obtenir une reconnaissance, le roi insiste sur le fait qu'il s'agit d'une contribution. Et il confère par la présente le titre de comte étoile du matin à Russell, et lui accorde également le droit de prendre un objet du coffre impérial. Enfin, il espère que Russell continuera d'être une étoile qui brille pour Endymion, comme le suggère son titre. D'ailleurs, un objet du coffre impérial vaut au moins des milliards d'or. Et Russell considère que c'est une récompense trop grande, mais se demande aussi s'il y a un autre but à ce que la majesté lui accorde cette récompense. Pendant qu'il est perdu dans ses pensées, Maître Daria lui demande de venir à la salle de réception après la réunion, car la majesté a quelque chose d'urgent à discuter avec eux. Un peu plus tard, Russell montre à Hécate une épingle à cheveux en jade, dont il a entendu dire que les femmes l'utilisent pour fixer leurs cheveux lorsqu'elles les attachent. Hécate confirme qu'elle a aussi entendu parler de l'épingle à cheveux, mais lui demande pourquoi il l'a achetée. Et notre garçon avoue qu'il pensait que cela lui irait bien. Elle avoue aussi qu'entendre ces mots la rend plus heureuse que le cadeau, alors il l'aide à le mettre. Pendant qu'il le fait, Hécate lui rappelle qu'il a mentionné que le roi des bêtes est une femme et lui demande quel genre de relation il a avec elle. Notre garçon bafouille et laisse tomber l'épingle à cheveux, puis explique qu'il s'est simplement battu en duel avec elle comme il l'a expliqué auparavant. Hécate ramasse l'épingle à cheveux et dit que c'est étrange car cela n'explique pas pourquoi elle lui a donné un collier fait de sa canine. Russell a peur lorsque Hécate l'accule avec l'épingle à cheveux et il réalise qu'il est dans le pétrin. Plus tard, quand Russell parvient à se libérer, il se rend compte qu'il ne s'attendait pas à ce que Hécate devienne jalouse. Sa réaction lui donne un sentiment de légère injustice mais de bonheur en même temps, et il a juste eu la chance que le roi soit arrivé juste à temps. Le roi avait partagé des informations choquantes sur le fait qu'il examinait les rapports concernant la maison Raymond depuis un certain temps, et a découvert que le rapport affirmant que le territoire de la maison Raymond avait été retourné au trésor national était falsifié. Il est plus exact de dire qu'il a été repris, et c'est ce qui a poussé Russell à quitter son territoire. Le roi s'excuse pour sa négligence et s'incline pour s'excuser auprès de lui et de sa famille. Mais Russell supplie sa majesté de lever la tête. Soudain, notre garçon se rappelle comment Hughes l'avait traité de fou pour avoir pensé que c'était l'Empire qui avait tué son père. Si le rapport soumis au roi a été manipulé, alors cela signifie que quelqu'un à Endymion est le coupable de la mort de son père. Hécate pose sa main sur la sienne pour le réconforter, et cela remonte le moral de Russell. Même s'il reconnaît que cela ne peut pas compenser ce qu'il a vécu, le roi lui remet un permis pour entrer au sous-sol du 6e étage du musée Louvrium. Russell s'y rend bientôt et prévoit de visiter la voûte impériale après. Il atteint bientôt le sous-sol du 5e étage du musée Louvrium, que les gens pensent être le dernier étage, mais qui a un étage caché en dessous. Le sous-sol du 6e étage abrite le point de vue du maître de la tour de magie sur la magie, ainsi que des informations sur leurs originalités, et seuls ceux qui ont l'autorisation directe du roi peuvent y entrer. Après avoir ouvert l'autorisation qui lui a été donnée, la magie de téléportation s'active et l'envoie dans le sous-sol du 6e étage, qui contient des milliers de livres. Apparemment, il ne peut rester ici que 48 heures, donc il sera impossible de tout lire pendant ce temps. De plus, c'est un endroit où la magie ne peut pas être utilisée, donc il ne peut pas utiliser la magie d'image, et devra se contenter des meilleurs titres à lire. Peu après, il trouve un livre appelé Le Rugissement du Dragon, par un auteur nommé Erwin Rudgan, qui était le maître de la tour jaune de la capitale il y a 400 ans, ce qui l'intrigue. Il commence rapidement à lire et apprend qu'Erwin a transformé le tremblement de terre magique du 5e cercle en une magie du 7e cercle. Il a réalisé cela en rassemblant le mana dispersé en profondeur sous terre, en le concentrant à la surface, puis en le libérant avec une onde d'impact en forme d'éventail. Pendant qu'il étudie, le système l'informe bientôt que sa compréhension de la magie avancée de l'élémentaire a légèrement augmenté et a atteint sa limite. Un autre écran s'affiche avec une mission pour augmenter sa compréhension de la magie de la Terre de niveau avancé au-delà de sa limite, jusqu'au niveau de maîtrise, avec des récompenses de pierres de mana de niveau avancé et 2 empreintes du dragon de terre. Il est surpris de voir l'empreinte du dragon comme une récompense, car il était perdu sur comment trouver les traces d'autres dragons après avoir rencontré le dragon d'argent et de feu. Le seul problème maintenant est qu'il ne sait pas comment améliorer sa compréhension des éléments de la Terre au niveau de maîtrise. Et il décide d'essayer de mémoriser les informations dans les livres. Après avoir parcouru plusieurs livres, il est clair que la mémorisation ne l'aide pas, et il se souvient soudain qu'on lui a dit qu'il pouvait sortir un livre de cet endroit après l'expiration de ses 48 heures. Après avoir réfléchi à quoi emmener avec lui, il remarque un livre tenu par une statue à proximité et se demande pourquoi il n'est pas placé sur les étagères. Il monte bientôt pour le vérifier et découvre qu'il s'agit d'un livre intitulé Le Rêve Transcendant, écrit par le mage fondateur. Le mage fondateur fait référence au père fondateur de la famille Raymond, Luther Raymond. De plus, le Rêve Transcendant est une magie qui symbolise Luther, et la statue en pierre est évidemment modelée d'après lui. Russell se demande si Luther avait arrangé pour qu'il trouve cela, et Maître Daria se téléporte soudainement dans la pièce. Elle commence bientôt à râler sur son apparence, après ne pas avoir dormi pendant 48 heures, surtout quand elle lui avait toujours dit à quel point le repos est important pour son corps. Après avoir fini de parler, elle reconnaît le livre avec lui. Elle explique que Transcendent Dream va au-delà de la forme humaine et rejoue la magie dans son essence. C'est de la magie qui dépasse les limites du monde. Selon les histoires transmises, le mage fondateur s'est transformé en un grand tsunami au milieu de la mer, avec une énorme tempête en cours, et on dit aussi qu'il est devenu la foudre elle-même sous la pluie battante. Avoir de telles idées fraîches et les transformer en réalité rend Transcendent Dream une magie très prisée.
Russell est impressionné par la façon dont le maître en parle si bien, alors elle lui dit qu'elle ne l'empêchera pas d'essayer de l'apprendre, mais le conseille d'être prudent car le rêve transcendant est une magie du 8e cercle. Mais elle va également au-delà. Si quelque chose tourne mal, il pourrait en être dévoré, alors Russell prend ses précautions. Peu de temps après, ils se dirigent tous deux vers le vaisseau impérial en périphérie. En chemin, Maître Daria explique qu'ils vont d'abord au premier coffre au trésor. Apparemment, le premier coffre contient des accessoires, le deuxième coffre contient des armes, et le troisième coffre contient tous les autres types de trésors. Quand ils arrivent à l'endroit, la maîtresse lui demande d'observer pendant qu'elle crée de beaux cercles magiques cryptés composés de dizaines et de centaines de pièges magiques qu'il n'aurait pas pu déverrouiller si elle n'était pas venue avec lui. Peu après, la rivière se divise en deux et découvre un escalier qui mène vers le bas. En descendant, Daria explique qu'il ne peut sortir qu'un seul objet de cet endroit, comme au musée. Alors qu'il confirme ses instructions, sa bague commence soudainement à émettre des éclairs. La bague nuageuse commence à se décharger d'elle-même, différemment de lorsque notre garçon se bat avec quelqu'un, et on a l'impression qu'elle vient de retrouver un ami de longue date qui lui a beaucoup manqué. Miss Daria explique qu'il semble que l'autre moitié de sa bague se trouve dans le coffre, ce qui signifierait que c'est un artefact en deux parties. Les artefacts sont généralement des objets uniques qui remplissent leur propre fonction, mais il existe des artefacts qui nécessitent une autre moitié pour révéler tout leur pouvoir, tout comme son masque d'or. De plus, la plupart des récompenses de mission qu'il a reçues, qui sont liées aux artefacts de dragon, semblent avoir une autre moitié. Soudainement, l'anneau émet un faisceau de lumière pour indiquer où pourrait se trouver l'autre moitié, et Russell se demande quel artefact pourrait rendre l'anneau si désespéré. Lorsqu'ils suivent la piste, ils découvrent un artefact connu sous le nom de Jade des nuages, qui a la capacité spéciale de contrôler le climat. Apparemment, il y a moins de d'images sur le continent capable de contrôler le climat, car les climats sont très difficiles à maîtriser et à apprendre. Maître Daria explique que le contrôle du climat est certainement un grand avantage, mais comporte un grand risque de facteurs tels qu'une grande consommation de mana et un long temps de lancement. Cependant, parce qu'il a ressenti une attraction similaire lorsqu'il a tenu Brahmastra, Russell choisit le Jade des nuages, même si quelque chose pourrait être mieux à choisir en termes d'efficacité. Une fois qu'il ramasse l'objet, il se désintègre soudainement et est absorbé par l'anneau. Peu de temps après, le système l'informe qu'il a obtenu un fragment d'aile du dragon des nuages. Apparemment, le dragon des nuages contrôle le climat et les nuages, et c'est un dragon de foudre mutant qui naît avec des capacités très rares. Russell est choqué d'apprendre l'existence d'un dragon mutant de la foudre, car l'élément foudre est connu comme un dérivé de l'élément feu dans le monde académique, étant donné que c'est un élément en dehors des 5 éléments typiques. Ainsi, les mages de la foudre sont rares et plus reconnus, ce qui rend la valeur de ceux-ci incomparable à tout ce qui existe. En fait, le véritable pouvoir du Jade des nuages dépasse le contrôle du climat. Finalement, Daria s'impatiente de le voir essayer les pouvoirs de l'artefact qui a rencontré son autre moitié, alors ils partent. Quand ils sortent, Russell utilise la forme de saut périlleux de l'anneau nuageux et saute dans le ciel, mais il peut sauter très haut, plus que ce qui est normalement possible avec un seul saut. C'est plus que de la simple magie de vol car c'est plus rapide et il n'a pas besoin de réduire sa vitesse en changeant de direction. Cependant, cela consomme beaucoup de mana, donc il commence bientôt à se fatiguer. Le prochain mouvement qu'il essaie est la forme météorologique de l'anneau nuageux pour invoquer un nuage d'éclairs. Alors que le maître regarde, elle mentionne qu'il serait capable de détruire facilement un petit château avec autant de puissance. Mais quand il s'évanouit soudainement en plein vol et tombe dans l'eau, elle réalise qu'il n'a pas assez de mana pour ça. Quelque temps plus tard, Russell se réveille enfin et se dirige vers la société de l'Académie des Mages. Partout lui fait mal, alors il décide qu'il n'utilisera l'anneau nuageux que lorsque cela sera nécessaire pour le moment, alors qu'il se prépare à poursuivre sa mission d'augmenter la limite de sa magie de terre de niveau avancé à une magie de terre de niveau maîtrise. Étant donné que la Tour Jaune est l'endroit le plus réputé à Endymion en matière de magie terrestre, il commence par chercher des mages du 6e cercle et au-delà de la Tour Jaune. Peu de temps après, il trouve la personne parfaite et va rapidement la voir. Il arrive bientôt au bureau de l'ancien Spiegelman et s'excuse de ne pas être venu souvent, mais l'ancien répond que ce n'est pas grave. L'ancien détecte qu'il est maintenant un mage du 6e cercle, alors qu'il n'était qu'un mage du 5e cercle lors de leur mission au Temple des Miroirs. Peu après, Russell explique qu'il veut obtenir des conseils sur la magie de la Terre qu'il a lu au sous-sol du 6e étage, et Spiegelman est heureux de l'aider avec cela. Plus tard dans la nuit, chez lui, l'archiduc écrit une lettre pour informer un allié qu'ils ont gagné beaucoup de gens à leur cause et que la fabrication d'armes avance bien. Apparemment, ils n'auront pas à se soucier des provisions militaires non plus, et il ne reste plus qu'à attendre le bon moment et le trône d'Endymion sera le sien. Et peu après, il reçoit une visite inattendue d'une personne qui s'excuse de venir si tard. En voyant les yeux verts de la personne, l'archiduc soupçonne qu'il s'agit de Charon, et il finit par confirmer que c'est bien lui puisque c'est leur première rencontre en personne. Charon explique ensuite qu'il est venu montrer à l'archiduc l'échantillon de l'époque qu'il désirait tant, la clé de voûte du sceau magique. La clé de voûte du sceau magique est un sceau qui a bloqué les portes du Tartare pendant longtemps. Cependant, l'archiduc n'est pas impressionné par la taille de la pierre apportée, car elle ne pourra pas arrêter les maîtres d'Endymion. Une aura violette éclate autour de l'archiduc, alors qu'il proteste qu'on ne lui avait pas promis une simple pierre comme celle-ci. Et Charon réalise que l'archiduc a toujours l'énergie violette de la famille royale, malgré sa fuite vers les frontières. Charon explique que dans l'ancienne guerre entre les dieux et les géants, la gigantomachie, les dieux ont émergé victorieux après une longue et pénible guerre et ont scellé des centaines de géants et de monstres dans le Tartare. Des centaines de pieux ont été nécessaires pour sceller autant de géants qui possèdent une force transcendante. S'ils peuvent extraire même 2 de ces pieux, ils pourront immobiliser les maîtres de la Tour Bleue et de la Tour de la Flamme. Charon assure que la qualité de l'excavation est bonne et rapide, donc ils pourront trouver un vrai pieu assez rapidement.
L'archiduc réalise bientôt que Charon n'avait apporté qu'un échantillon pour montrer leur progrès et que ce n'est pas le produit final. Il promet à Charon qu'il les aidera certainement à tuer Daria une fois qu'il obtiendra le trône, mais ils seront ceux qui feront face à sa colère s'ils ne tiennent pas leurs promesses. Charon accepte les termes et part, et l'archiduc pense qu'il est faux que ces païens se soient alliés avec lui seulement pour tuer Daria. Il lui semble qu'ils ont l'intention de faire un coup, mais cela n'aura pas d'importance car un chien qui a terminé sa chasse n'attend que d'être jeté. Pendant ce temps, Spiegelman est submergé par le fait que Russell a de nouveau accumulé de nombreuses questions pour lui après seulement 2 jours depuis qu'il a répondu à 40 de ses questions. Chacune des questions est perspicace et montre que Russell est un travailleur acharné et pas seulement un génie. Après avoir obtenu réponse à ces questions, notre garçon rentre chez lui pour trier les informations. Il se rend compte que le rugissement du dragon de terre n'est pas aussi simple que de décharger du mana, car il repose sur l'utilisation de la chaleur de la terre. En tentant de l'utiliser, il le maintient ancré dans l'élémentaire, mais ne fixe pas non plus de restrictions sur les ramifications dans les éléments flamme, vent et foudre pour ouvrir plus de possibilités. Soudain, une image mentale d'un grand arbre lumineux se forme, surprenant Russell, et le système l'informe qu'une partie de sa compréhension de la magie terrestre a augmenté et évolue vers une magie terrestre de niveau maîtrise en fonction de ses efforts. Il est bientôt informé qu'il a terminé la mission et a reçu 2 pierres de mana de niveau avancé et les empreintes du dragon de terre qui ressemblent à un petit tuyau. La forme intrigue Russell, mais il ne sait pas comment l'utiliser, surtout qu'il s'attendait à une carte comme la dernière fois. Quand cela ne fonctionne pas comme une arme, notre garçon remarque le motif distinct dessus et y verse rapidement de l'encre lorsqu'il réalise que ce n'est pas un bâton normal. Il y a des points sur la constellation de papier, ce qui signifie que c'est probablement une carte du ciel. Une fois qu'il comprend cela, le système lui notifie sa nouvelle mission de trouver l'emplacement marqué sur la carte du ciel et d'entrer dans la demeure du dragon de la terre. Apparemment, la lumière lui montrera le chemin quand il arrivera à proximité. Les récompenses pour la mission sont la corne du roi du dragon divin, l'essence de la terre, 5 pierres de mana de qualité supérieure et 7 pierres de mana de qualité inférieure. Ravi d'avoir reçu une mission, Russell se demande pourquoi il n'a pas reçu une carte normale au lieu de cette carte du ciel, mais il semble qu'il ne le découvrira qu'après son arrivée à la demeure du dragon. La tâche suivante est de déterminer l'emplacement. Il utilise donc l'étoile polaire comme référence et identifie l'endroit comme le désert de Nadia. Peu de temps après, Hécate apprend de Daraya que Russell a de nouveau demandé à effectuer des recherches à l'étranger. Quand il s'excuse de devoir partir, elle explique qu'elle n'est pas une femme étroite d'esprit qui ne peut pas comprendre ce que son homme fera à l'extérieur, mais qu'elle est simplement inquiète pour lui. Cependant, elle lui demande d'être assez attentionnée pour envoyer des nouvelles de lui périodiquement, ce qu'il promet de faire et lui fait un bisou sur le visage. Alors qu'il est sur le point de partir, elle proteste que ce ne sera pas suffisant. Peu de temps après, notre garçon se trouve dans le désert sous le soleil brûlant, et il est heureux d'avoir rejoint les marchands comme Hécate l'avait suggéré. Il comprend enfin que l'emplacement a été montré à travers une carte du ciel, et non une carte, car chaque fois que le vent souffle, l'emplacement et la hauteur du sable changent. Pendant qu'il se déplace, l'un des marchands lui propose une robe s'il a chaud, car cela aide à rafraîchir le corps, même si elle est longue. Mais Russell refuse poliment. Il ressent soudain une secousse qui ne vient pas de la surface du sable, ce qui donne l'impression que quelque chose de gigantesque nage sous terre. Soudain, un énorme monstre connu sous le nom de Torko émerge et les marchands se dispersent rapidement pour sauver leur vie, car ils mourraient s'ils le combattaient. Russell, quant à lui, se contente de le regarder. Et la marchande l'exhorte à courir vite, mais il lui demande seulement de rester à ses côtés, pour qu'elle soit en sécurité. Dans l'esprit de Russell, c'est l'occasion idéale de tester sa nouvelle magie, qu'il a apprise au sous-sol du 6e étage, à partir d'un matériel écrit par un certain N. Gale Gloman il y a 200 ans. Il invoque rapidement un tourbillon de feu grâce à une technique appelée la fleur du désert. Alors que la fleur du désert entoure le Torko, elle le brûle jusqu'à sa destruction. Et les marchands sont choqués, se demandant qui est le mage qui les a aidés. Soudainement, le poison provenant du sang du défunt Torko atteint le chameau que Russell utilisait, alors il l'enfonce rapidement dans des sables mouvants avant que cela ne les infecte. Après avoir réussi à résoudre la situation, la femme qui lui avait parlé plus tôt s'approche de lui et se présente comme Anne Machrin de l'association des marchands de Kurtburg, le remerciant de les avoir sauvés. Russell se présente comme Richard et lui demande un chameau lorsqu'elle lui propose de demander ce qu'il désire afin de le remercier pour son aide. Comme il se dirige dans une autre direction, il devra se séparer ici, donc il aura besoin du chameau pour son voyage. Tard dans la nuit, Russell aperçoit une constellation dans le ciel, et son planisphère émet soudain une traînée lumineuse qui le guide vers un endroit précis. Il saute rapidement du chameau et suit la lumière jusqu'à ce qu'elle s'arrête, mais tout ce qu'il voit autour de la zone est du sable. Réalisant soudainement que cela pourrait être sous terre, il plonge dans le sol et creuse son chemin à travers en utilisant une technique magique. Finalement, il creuse à travers tout le sable et atteint une pièce avec un sol en marbre. Comme il fait sombre, notre garçon invoque Pepper pour créer du feu, mais il se rappelle vite que Pepper dort encore, et commence à se demander quand il pourra revoir son ami. Quoi qu'il en soit, il semble avoir trouvé le bon endroit, mais il tombe bientôt sur des monstres ressemblant à des scorpions. Néanmoins, il s'inquiète plus de l'effondrement des ruines que des monstres. La ruine est assez grande et abrite de nombreux monstres, bien qu'elle soit profondément sous terre. Peu de temps après, il commence à éliminer chaque monstre jusqu'à atteindre un endroit qu'il soupçonne d'être la zone la plus profonde, car il n'y a pas de chemin devant. Il tombe bientôt sur un portail de téléportation, mais ne parvient pas à comprendre comment l'activer. Lorsqu'il atteint le sommet de la porte, il remarque soudain un petit trou et réalise que c'est la raison pour laquelle la carte du ciel n'était pas sous forme de carte cette fois-ci. Après avoir mis la carte du ciel dans le trou, une lumière vive jaillit lorsque la porte s'ouvre, le conduisant dans une autre zone déserte qui donne l'impression qu'il est sorti des ruines. Cependant, la zone semble un peu différente du désert qu'il a traversé.
Lorsqu'on lui donne soudainement une boussole avec une seule aiguille, un écran apparaît pour l'informer que cet espace est un rêve éveillé créé dans le but de tester une certaine personne et sa mission est d'arriver à la fin de cet endroit en utilisant la boussole. Il ne pourra pas utiliser de magie de mobilité en l'air, mais recevra la corne du roi dragon divin, l'essence de la terre ainsi que plusieurs pierres de mana comme récompense. Russell réalise que cet endroit est l'intérieur du rêve de quelqu'un, mais quelque chose semble déplacé. Quoi qu'il en soit, il décide de suivre la direction de la boussole jusqu'à ce qu'elle le mène dans une zone volcanique débordante de magma. Lorsque la flèche ne change pas, Russell décide quand même de la traverser car rien n'est facile. Un peu plus tard, dans le rêve, Russell est pris dans une mer de feu après avoir échappé à une tempête de sable et une tempête de neige. Néanmoins, il trouve incroyable que toutes les choses qu'il voit soient faites de magie, alors il décide de lire le mana, de le comprendre, de l'ingénier et de le démonter à l'envers. Les tests précédents semblent avoir vérifié s'il est digne, et celui-ci ressemble à un test de ses qualités de mage. Peu de temps après, le système l'informe qu'il a terminé la mission et qu'il entre maintenant dans la demeure du dragon de la terre pour récupérer la corne du roi dragon divin. Lorsqu'il entre, il se rend compte que c'est le même endroit où il a découvert la porte. Mais la porte semble avoir disparu avec la distorsion. Soudainement, la corne de terre apparaît et Russell se demande combien de mana il obtiendra en l'absorbant. Lorsqu'il le touche, quelque chose ne va pas car il semble que le mana absorbé bloque sa veine de mana. Si cela bloque complètement sa veine de manie, il ne pourra rien faire à ce sujet, donc il doit guider rapidement le mana dans le cercle. Après avoir complètement absorbé le mana, son corps brille d'un jaune vif et le système l'informe qu'il a absorbé la quantité maximale de mana de la corne de terre et que tout mana absorbé au-delà de la capacité maximale sera conservé comme potentiel dormant. On lui dit aussi que le potentiel dormant sera d'une grande aide une fois éveillé et que la connaissance de maîtrise de l'élémentaire a légèrement augmenté. Alors que des coquilles tombent de son corps, il se demande si ses déchets corporels sortent comme des cellules mortes de la peau et d'une manière ou d'une autre, ses muscles et ses os semblent être devenus plus forts. Sa force de préhension semble s'être renforcée et il se demande s'il sera similaire à Spandem. Néanmoins, il quitte rapidement l'endroit et se dirige vers un portail de téléportation dans la tour jaune à proximité. En arrivant à la tour jaune, notre garçon reçoit un ordre du royaume et du maître de la tour de la flamme de subjuguer l'hydre dans le marais du comté de Raquel. D'après ses souvenirs du passé, il se rappelle qu'une hydre est apparue autour de cette époque dans la partie ouest du royaume, et la personne qui était censée recevoir cette mission était Vermilion, mais il la reçoit parce que l'histoire a changé. En fait, il a voyagé 8 ans en arrière, et 7 ans se sont écoulés, donc il ne connaît maintenant qu'un peu moins d'un an de l'avenir. En parcourant l'ordre, il remarque que Sur-Alan figure parmi la liste des mages de soutien, mais remarque aussi qu'il est toujours au 5e cercle. Il avait pensé qu'il serait au 6e cercle, puisqu'il avait atteint le 5e cercle plus tôt par le passé. Pendant ce temps, Alan et quelques mages qui avaient reçu l'ordre du roi de soumettre l'hydre vont rendre hommage au comte Raquel, qui était ravi que le mage génial reconnu par la Tour Bleue soit venu les aider. Alan explique qu'il soutient simplement le comte Russell Raymond, qui dirige la soumission et dont le comte a entendu beaucoup de choses. Alan demande bientôt au comte s'il sait où se trouve le nid de l'hydre, et le comte leur informe que l'hydre a installé son nid dans la zone marécageuse au-delà de la plaine et n'a pas attaqué le comté de Raquel en premier. Alan réalise qu'il devrait attendre l'arrivée de Sir Russell en premier, mais cela pourrait retarder la soumission de l'hydre, donc il décide qu'il est préférable de reconnaître la zone à l'avance. Alors qu'ils parlent encore, un bruit de tumulte surgit lorsque l'hydre commence à attaquer le comté, choquant le comte car le monstre n'avait jamais attaqué le premier auparavant. Alan se précipite pour repousser l'hydre et demande au comte de donner la priorité à l'évacuation des citoyens. Tandis que les mages s'en vont, l'hydre ne semble pas les remarquer, alors Alan leur demande de tout donner dans une seule attaque avant qu'elle ne le fasse. Bien qu'il réalise qu'il ne peut pas vaincre l'hydre seul à son niveau actuel, il pourrait avoir une chance avec l'aide des autres mages. Alors que les mages la frappent avec une attaque combinée, le monstre n'est pas affecté et il se précipite rapidement pour s'éloigner. Avec le pouvoir destructeur dangereux du monstre, tous les citoyens à l'intérieur du château pourraient être en danger si cela tourne mal. Ils doivent donc s'assurer de prévenir tout accident. Un peu plus tard, Russell est sur une falaise près du comté et ressent qu'Alan a des ennuis. Pendant ce temps, le comte demande à savoir ce qui est arrivé à l'hydre, qui n'a montré aucun signe de mouvement depuis qu'elle est retournée dans la zone marécageuse. On lui a dit que Sir Alan a subi de lourds dommages à cause de l'attaque et qu'il a été exposé au poison de l'hydre en défendant le mur du château, le laissant dans un mauvais état. Le comte Raquel ordonne qu'ils doivent tout faire pour le sauver et il est rapidement informé que le comte Morningstar est là. Avant qu'il ne puisse réagir, Russell grimpe le mur et saute là où se trouvent les hommes, les saluant et se présentant. Quand il entre dans la chambre où Alan est retenu, il apprend que c'est le 2e jour qu'il est dans cet état. Il a été mis dans cet état simplement en respirant le poison et serait mort s'il était une personne normale. Russell demande si l'hydre avait 8 ou 9 têtes, mais on lui dit qu'elle avait 5 têtes. Une hydre à 5 têtes signifie qu'elle est nouveau-née, et il n'est pas logique qu'elle possédait un poison aussi puissant, donc Russell essaie de toucher Alan pour enquêter. Les hommes essaient de l'arrêter mais ils ne peuvent pas l'atteindre lorsqu'il est soudain enveloppé par le feu. Pour comprendre ce poison, Russell doit en trouver l'origine car la chaleur efface le poison. Finalement, lorsqu'il le trouve, il réalise que le poison appartient à un dragon. Le système le prévient bientôt de sa nouvelle mission concernant le secret de l'hydre, où il doit repousser l'hydre et résoudre le mystère qui l'entoure en découvrant son secret. Les récompenses sont une pierre de mana de qualité maîtrise et le secret de l'hydre.
Russell ne comprend pas ce que le système entend par le secret de l'hydre, et quand le Contraquel lui demande s'il y a un problème, il répond que ce n'est rien et informe qu'il a trouvé un moyen de guérir Sir Alan, mais il a besoin que tout le monde quitte la pièce pour éviter qu'il ne soit empoisonné durant le processus. Pour guérir un poison, il faut généralement soit un antidote, soit de la magie curative avec un pouvoir divin, mais ce qu'il peut faire c'est brûler le poison et l'éliminer de son corps. Il y aura une grande résistance à essayer de l'éliminer, et même s'il y parvient, il y a une chance qu'il soit à nouveau empoisonné à cause de sa puissance. Cependant, peu importe le temps que cela prend, il doit s'assurer que le poison est totalement éliminé. Après avoir extrait la substance impure, il aide avec sa circulation de mana et répète le processus jusqu'à ce que le poison soit épuisé. Russell ressent soudainement une énergie différente de celle qu'il avait précédemment ressentie de la part d'Alan et se demande s'il a atteint l'illumination en éliminant le poison. Peu après, Alan se lève et Russell le félicite d'être devenu un mage du 6e cercle. Alan le remercie de lui avoir encore une fois sauvé la vie. Comme d'habitude, notre garçon détourne le compliment, affirmant que les habitants du comté de Raquel sont en sécurité uniquement grâce à lui. Peu après, Alan et Russell sortent pour parler avec les hommes. Et Alan s'excuse d'avoir causé des inquiétudes, mais le comte est seulement heureux qu'il soit vivant. Cependant, Russell demande à connaître le nombre et les capacités des chevaliers qui participeront à la soumission, ainsi que des informations sur les monstres autour de la zone marécageuse. On lui a dit qu'il y a une 30aine de chevaliers et environ 500 soldats, mais aucun d'eux n'est au niveau des experts. Le marais couvre environ 1500 hectares, mais ils ne connaissent pas le type exact de monstres ni leur nombre, car toute la zone du marais est devenue un repère de monstres depuis que l'hydre y a installé son nid. Avec une zone si vaste, il y aura au moins des milliers de monstres, sans compter que l'étendue du marais entrave également les mouvements des soldats. Russell cependant dit avec enthousiasme qu'il a une solution pour cela, mais il a besoin de l'aide du comte pour s'assurer que les préparatifs sont faits afin qu'ils puissent partir dans 3 jours. 3 jours plus tard, le capitaine de l'armée leur rappelle que leur pays était baigné de lumière dorée et de paix l'automne dernier, mais qu'ils ne peuvent plus avoir cela à cause de l'invasion de l'hydre. Les hommes sont gonflés à bloc pour combattre celui qui a volé leur paix. Tout d'abord, les chevaliers seront séparés en 2 groupes et devront protéger les mages du 3e et 4e cercle tout en soutenant depuis l'arrière, en empêchant les monstres de s'échapper. En plus de cela, ils travailleront avec les mages du 5e cercle et au-dessus pour ouvrir un chemin à travers les monstres. Quand l'un des soldats demande s'il y a un moyen de gérer les monstres à l'avant puisqu'ils ne peuvent pas passer, Russell les assure qu'ils n'ont pas à s'en préoccuper. Quand ils arrivent finalement dans la zone marécageuse pleine de monstres, les monstres voient la lumière et traversent de l'autre côté lorsque Russell utilise sa construction originale, Soleil tombant. Tout le marais est bientôt enveloppé de feu et les soldats regardent avec incrédulité notre garçon gérer toutes les bêtes si facilement, témoignant de la puissance d'un mage du 6e cercle. Russell demande à Sir Alan de s'occuper de la prochaine horde de monstres et Alan explique qu'il ne peut pas geler un groupe aussi grand en une seule fois, mais il fera de son mieux car c'est une demande de son employeur. Alan utilise ensuite le sort qu'il a utilisé pour combattre Russell avant, appelé Age de glace, et il gèle facilement les monstres, les transformant en statues de glace. Immédiatement après, l'armée est dirigée pour avancer sur la glace comme un appui et ils commencent à abattre les monstres gelés. Alors qu'il coupe, un des officiers est attrapé par un énorme monstre et secoué, mais le monstre est rapidement maîtrisé. Russell remarque que le nombre de monstres ne diminue pas, mais il ne peut pas utiliser un sort de zone pour ne pas anéantir leurs alliés. Finalement, il se concentre sur l'élimination de l'hydre et se précipite dans la forêt pour la trouver. En chemin, il détecte la proximité de l'hydre par des secousses et constate qu'elle vient du côté. Peu après, l'hydre tend une embuscade à certains soldats et ils ont peur à cause de sa distance et de sa taille. Soudain, Alan crée un mur de glace entre les soldats et l'hydre, mais elle le traverse et se précipite vers eux. Alan intensifie le froid et utilise un mouvement appelé Frost Stop. Alors Russell décide de profiter de la situation pour attaquer. Soudain, il ressent les pensées de l'hydre à cause de sa partie dragon et réalise qu'elle devient folle pour venger sa mère tuée. À proximité, un homme étrange qui a aussi l'œil d'un dragon regarde depuis une falaise voisine alors que Russell tente d'utiliser le pouvoir de contrôle draconique pour contrôler l'hydre, mais cela ne fonctionne pas. L'hydre ne bronche même pas et c'est comme si Russell n'avait jamais essayé de la contrôler, donc il semble que quelque chose bloque son contrôle avant qu'il n'atteigne l'hydre. Finalement, Russell n'a d'autre choix que de l'écraser en faisant pleuvoir le feu dessus, ainsi qu'en utilisant le sort le plus puissant du 5e cercle de l'anneau de foudre, le marteau du géant du tonnerre, en un seul mouvement appelé Keravnos. L'ensemble de l'affichage est incroyable pour Alan, qui réalise qu'il y a encore une grande différence entre la puissance de Russell et la sienne, même s'il est aussi un mage du 6e cercle. L'attaque laisse l'hydre gravement blessé, mais le type étrange qui les regarde combattre refuse de mettre fin au combat comme ça, car le sang de dragon qu'il partage avec l'hydre est bien plus conséquent.